L'ULM, c'est la liberté. On peut tout faire en ULM. On peut tout faire en ULM. Bon, je crois que c'est un sujet un peu sensible. Est-ce que la Suisse a prévu de s'ouvrir à l'ULM ou pas du tout? Aujourd'hui, on n'a pas perdu un millimètre de liberté puisqu'on peut voler exactement comme on volait dans les années 80. On le confond souvent avec un hélicoptère, mais ce n'est pas un hélicoptère. L'autogire, c'est un ULM qui est propulsé par un moteur à eau. Mais le rotor que vous voyez au-dessus sert en fait de portance. Y a pas de son ? Eh bien, bonjour à tous, nous sommes en direct sur Twitch, bienvenue dans Jumpseat. Alors aujourd'hui, c'est le Jumpseat Express, c'est la version raccourcie de Jumpseat. Tous celles et ceux qui nous suivent depuis maintenant plusieurs mois, et on les remercie, vous le savez, nous avons un rendez-vous toutes les 2 semaines avec le Jumpseat principal, avec plusieurs sujets. Mais aujourd'hui, Jumpseat Express, on va être ensemble une bonne heure, et on va parler d'ultra léger motorisé, on va parler d'ULM, à la française, et on est très à la française, c'est important, vous verrez après. On est très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous sur le plateau réduit. Je me sens un petit peu seul, mais il y a Martin qui est pas loin en coulisses. Martin, c'est grâce à lui que vous pouvez nous suivre avec la super réa qui nous fait chaque semaine. Notre invité, Louis Collardeau. Louis, merci d'être là. Louis, on ne présente plus, mais on va quand même redire qui il est. Tu as plusieurs casquettes. Vice-président de la Fédération française du LM, président de l'EMF. Donc l'EMF, c'est un peu l'équivalent de la FF Plume, mais au niveau européen. C'est une fédération de fédérations. Voilà. Alors l'Europe, justement, on va en parler aussi, à la française et à l'européenne. Et Louis, tu es aussi responsable au sein de la Fédé. C'est toi aussi qui gère tout ce qui est dossier réglementation, c'est ça? Voilà, Réglementation surtout. Mes sujets de prédilection, effectivement, la réglementation et ce qu'on appelle les affaires internationales, donc les relations internationales de la Fédé avec ses partenaires. Exactement, voilà. Alors, je garde toujours un œil sur le chat. Merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. Effectivement, on a une caméra qui lag un petit peu. Alors voilà, on a eu quelques soucis techniques avant l'émission. On vous en reparlera à la prochaine émission. Mais globalement, tout devrait marcher. Voilà. Bon, on est toujours là en direct sur Twitch. Alors, il y a une tradition, Louis, dans l'émission, et à tous ceux qui nous regardent sur le chat, c'est le chiffre mystère. Alors aujourd'hui, le chiffre mystère, c'est 13 560. Alors, je vais donner quelques indices. Déjà, qu'est-ce que ça... Sans indice, c'est un peu difficile. Je reconnais. Louis, une idée? Non, aucune idée pour l'instant. Alors, c'est un rapport avec l'aérien. C'est un rapport avec le vol. On est dans l'ultra léger, pas motorisé en revanche. Enfin, c'est une motorisation naturelle. Oui, bonjour à toutes celles et ceux qui se connectent. C'est Guy Hervé 7 qui vient d'arriver. C'est magnifique. Eulfred est là. Théo Barag. J'ai rendez-vous avec l'opticien lundi prochain. Donc là, pour le moment, j'ai une paire de lunettes de lecture. Une autre pour la vue de loin. Ok, très bien. Tout le monde est en ligne. Alors, le chiffre mystère, 13 560. Il demande si c'est pas nombre de cheveux qui te restent. Non, c'est pas ça. J'ai dit que ça avait un rapport avec l'aérien, Eulfred. Bon. Alors, le nombre d'adhérents de la FFVL. Alors ça, je ne sais, très honnêtement, je ne sais pas combien ils ont d'adhérents, mais aujourd'hui, c'est la FF Plume. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin. Il y a combien de licenciés à la FF Plume aujourd'hui Louis? On était à 16 650 licenciés fin octobre. Alors, bien proche du micro, on nous dit à la régie, Louis. Voilà. 16 000, pardon. C'est précisément 16 029 au début octobre. Alors, c'est pas ça le chiffre mystère, c'est 13 560. Alors, bon, allez, un petit indice. Ce sont des kilomètres. 13 560 kilomètres. Et on est toujours dans l'ultra léger. Voilà. On salue la zone aéro qui vient aussi de se connecter. Alors, 13 560 kilomètres. Qui a trouvé sur le chat? Personne trouve? 13 560 km une fois, 13 560 km 2 fois. C'est le plus grand voyage qui a été fait en ULM, non? Alors, on y est presque, Louis. C'est un voyage, c'est un vol sans interruption. C'est pas un ULM, c'est un oiseau.
Voilà. Alors Free Flight 30 qui vient de se connecter aussi, on te salue. Alors oui, alors il y a des personnes qui nous disent c'est un nombre de kilomètres parcourus en LS. Ça pourrait être le cas. Alors en fait c'est un oiseau, c'est la barge rousse. C'est un oiseau, c'est un limicole, c'est un oiseau de rivage. C'est un grand migrateur qui n'en est pas à son premier record. Et alors celui qui a été traqué par des chercheurs grâce à une puce GPS et des micro-panneaux solaires fixés sur son corps a effectué donc ce périple entre octobre et novembre fin octobre je crois que c'était 13 560 km de l'Alaska à la Tasmanie. C'est une petite île qui fait partie de l'Australie. Et le suivi GPS et satellites démontre que cet oiseau a volé 11 jours non-stop, 11 jours et 1 heure. Voilà, non-stop, il s'est pas posé, c'est-à-dire sans manger, ni boire, ni dormir. Il aurait perdu la moitié de son poids. On n'en sait pas plus aujourd'hui. En tout cas, les chercheurs devraient publier sous peu un rapport plus précis sur ce magnifique périple. C'est magnifique quand même la nature. Hein. Fantastique. Voilà, donc ultra léger, non motorisé, quand la nature aussi d'elle-même arrive à battre des records. Mais en ULM, il y en a eu des records, Louis, je crois aussi, hein, des traversées. Des grands voyages. Ouais. Y a des voyages en pendulaire, je crois. Même en pendulaire. Bon, ouais. Moi, j'ai toujours en tête le voyage de notre ami suisse, là, qui avait fait l'Afrique du Sud, qui avait fait le tour du monde, voilà, effectivement. Effectivement. Il y a aussi Patrice Franceschi qui avait fait un voyage fabuleux sur 3 années. Ouais. Aussi, donc je vous invite vraiment à lire son livre parce que c'est vraiment une belle aventure humaine avant tout, avant de parler d'explorer aéronautique. Effectivement. Ouais. Donc il y a eu des grands pionniers. On ne peut pas oublier bien sûr Thierry Barbier. Thierry Barbier, oui. On a bien connu la plupart d'entre nous effectivement, qui était un baroudeur au long cours dans tous les pays du monde. Voilà. Donc l'ULM se prête parfaitement au voyage et à travers ça au rêve de voyage que chacun peut faire sous différentes formes. Voilà. Donc de la barge rousse, de la ah oui, alors à la régie on nous redit, hein. Parle bien proche du micro, Louis, s'il te plaît. Voilà. Donc de la barge rousse à l'ULM, il n'y a qu'un battement d'aile. Voilà, sans transition, on va passer à l'actualité de la semaine. C'est le débrief tout de suite sur Jumpseat en direct. Voilà, donc le débrief. Alors tu sais Louis, avant de commencer, d'entrer dans le cœur du sujet, hein, dans toutes nos émissions, on fait un petit tour de l'actualité qui a été traitée par la rédaction d'Aérobuzz. Voilà, alors on ne peut pas évidemment tout dire aujourd'hui, mais on en a sélectionné quelques-unes. Alors, l'ultra lourd motorisé, cette fois, le grand match entre Boeing et Airbus, les éternels rivaux. Alors depuis le déclenchement de l'affaire du 737 MAX en 2018, la tendance, les chiffres semblent vraiment confirmer la tendance, comme quoi Airbus est en train de vraiment prendre de l'avance sur son concurrent américain. L'avionneur européen a publié quelques chiffres fin octobre. Alors rien que sur octobre 2022, Airbus a livré 60 avions, contre 35 chez Boeing tout de même. Et si on regarde donc depuis le début de l'année, c'est 497 appareils qui ont été livrés par Airbus, contre 363 pour Boeing. Et alors, si on regarde devant, à moyen et le plus long terme, en nombre de commandes, là c'est vraiment parlant aussi, 7397 commandes pour Airbus, commandes nettes, hein, et 4441 pour Boeing. T'as un avion préféré, toi, Louis ou... J'ai pas d'avion préféré. Une marque. Voilà. T'as volé dans tous, quand même. Voilà, j'ai volé dans tous, effectivement. J'ai eu assez souvent un peu de la chance de pouvoir faire des tours, même dans les postes de pilotage de certains d'entre eux. Voilà. Les fameux Jumpseat, justement. Exactement. Voilà. D'ailleurs, tu nous raconteras en fin d'émission ton meilleur souvenir de Jumpseat. Il y en a bien un qui doit sortir du lot. Bien volontiers. Parfait. Rendez-vous en fin d'émission pour le Jumpseat de Louis Collardo. Et alors, mais globalement, tu as volé en A380 ? J'ai fait la 380, effectivement. Plusieurs fois, oui. Qu'est-ce que tu penses de cet avion ? En Jumpseat. Magnifique. Ouais. C'est un bel avion. Hein. C'est un avion qui est toujours plébiscité. Qui est extraordinaire. Voilà. C'est, en termes de confort, de paix à l'intérieur, de sérénité, je dirais, c'est un avion qui est tellement grand qu'effectivement, voilà. On va rapprocher encore un petit peu. Rapproche le micro, voilà. Entre vous deux, Voilà. Ah oui, voilà, l'orienter comme ça. Nous sommes en direct.
Voilà. Parfait. Voilà, Merci de nous suivre. Il y a plein de personnes qui se connectent. Alors, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en direct. C'est le Jump Seat Express spécial ULM à la française. Là, on n'a pas encore commencé le cœur du sujet. On est dans le débrief. Donc, petit tour d'actualité. Nous parlions de l'avance certaine maintenant prise par l'avionneur européen Airbus face à son éternel rival Boeing. Louis nous a dit qu'il a évidemment... T'as pas de préférence, t'as volé sur Boeing, sur Airbus. J'ai pas de préférence. Mais voilà. Ils sont tous plaisants. Moi, dès que je suis dans un avion, je suis heureux, donc pas de préférence. Je crois effectivement, on l'est tous ici. Alors justement, je te posais la question sur la 380, Louis, parce que sans transition, enfin si, là, il y a quand même une belle transition. La 380, il n'a pas dit son dernier mot, cet avion. Alors, il a souffert. Alors, il n'est plus construit. Ça y est, c'est terminé. Bon, l'appareil a fait les frais aussi de la pandémie. Beaucoup de compagnies aériennes l'ont retiré de la flotte. La dernière en date, c'est China Southern. Elle n'a pas confirmé officiellement le retrait de ces 5 appareils, sachant qu'il y en a déjà au moins 2 qui ne volent plus. Mais normalement, voilà, apparemment, l'avion n'est plus au planning passager pour les 11 prochains mois. Il a fait son dernier vol entre Los Angeles et Guangzhou il y a quelques jours. Alors, une page se tourne pour la 380 en Chine, mais pas au niveau mondial encore. L'avion n'a pas dit son dernier mot. Et son plus gros client, justement, Emirates, qui opère... Alors, oui, Chauvin. Alors, oui, exactement. Bravo à Chauvin, qui n'a pas eu le conducteur. Mais voilà, effectivement, c'est ce qu'on allait dire. Emirates est en train de refaire, de rénover les cabines de ses A380. Alors, pas toute la flotte. Alors d'ailleurs, Chauvin, il y a combien d'A380 chez Emirates ? 118, 119 ou 120 ? Voilà. Parce que moi, je me souviens plus, je crois que c'est 119 ou 120. Alors si quelqu'un a la réponse sur le chat, merci. Emirates est en train de... 120, voilà, bravo, il y en a qui suivent. Donc la 380 d'Emirates, Emirates rénove les cabines de cette 380, 67 appareils pour le moment. Ils vont même créer une nouvelle classe premium entre le business et l'économie. Il y aura 4 classes, je crois, à bord de ces avions. L'objectif, donc voilà, c'est de faire entrer une 4e classe Premium Eco dans l'offre passager. Mais alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que ces rénovations de 67 cabines vont prendre 898 jours pour un coût de plus de 2 milliards de dollars. Voilà. Je rappelle, petite parenthèse, que Tim Clark, le CIO de Emirates, avait récemment tendu une perche auprès d'Airbus pour relancer la production de la 380 nouvelle génération. En faire un avion plus léger, avec des composites plus économiques. Donc voilà, la 380 n'a pas dit son dernier mot. Je sais pas, je doute que Airbus relance la production, mais on ne sait jamais, on peut s'attendre à tout. On en reparlera dans de prochaines émissions. Donc, allez, on va faire une petite entorse au programme. Ton jump seat en A380, Louis. À moins qu'il y en ait un autre qui t'ait marqué, mais... En 380, c'est un départ de Shanghai. En fait, il se trouve que quand je monte dans l'appareil, je salue le commandant de bord qui était à l'entrée et on se connaissait, puisqu'il était pilote du LM. Ah bah voilà, donc l'ultra lourd motorisé à l'ultra léger motorisé. Voilà, il m'a aimablement proposé, il m'a dit tiens, si tu veux, je te propose quelque chose de peu courant, si tu veux faire le décollage de Shanghai avec nous, donc en place arrière dans le poste. Voilà. Donc et c'est quoi de décoller sur le jump seat en A380 ? On sent pas le... On sent rien. Il n'y a aucun bruit. C'est un silence absolu. C'est ça qui est le plus extraordinaire dans la 380. On n'entend absolument pas les moteurs. On est perché extrêmement haut. On a des caméras de tous les côtés pour voir l'avion sous toutes ses configurations. Donc devant, derrière, le bout des ailes. Mais il n'y a aucun bruit. Donc c'est un calme absolu. C'est ce qui m'a le plus marqué, moi. Et puis... le décollage, on sent que c'est une machine qui est lourde, donc on va arriver au bout de la piste et puis ça décolle parfaitement bien, toujours dans un silence absolu et un confort absolu. Voilà. Et même en route, puisque après je suis passé derrière évidemment, le voyage est toujours extrêmement calme en 380 parce qu'il a une telle inertie qu'effectivement on ne sent quasiment rien. C'est vrai que c'est un avion fascinant, toujours plébiscité par de nombreux passagers à travers le monde. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site d'aerobuzz.fr. Nous avons des podcasts sur la 380. Un avion sans famille.
comme nous l'avait raconté avec passion Philippe Jarry, qu'on salue, qui était aussi dans le Jump Seat Express il y a 2 semaines. Alors on continue sur le débrief, Louis, on passe sur des avions un petit peu plus petits, on se dirige vers la Chine. Il y a 2 avions régionaux qui viennent d'être certifiés pour enfin, j'ai envie de dire, pour voler en Chine. Alors il y a l'ATR 42-600. Ça faisait des années que l'avionneur ATR était en bataille avec l'administration chinoise, qui de son côté, avec Avic, développe de son côté un bioturbopropulseur comparable, le MA700. Voilà. D'ici à 2035, la Chine devrait construire 150 nouveaux aéroports essentiellement régionaux. Et sur les 20 ans à venir, la Chine pourrait avoir besoin de 280 turbopropres. Donc c'est un marché énorme pour ATR avec son 42-600. Alors, le Brésilien Embraer aussi, ça c'est une actu toute fraîche aussi, vient de voir son E190 E2 certifié aussi sur le marché chinois. Un marché énorme parce que ces avions aussi peuvent atteindre des terrains un peu plus ou moins éloignés, en altitude aussi. Il y a l'Himalaya aussi qui est pas loin, et c'est un vaste marché avec où ces avions peuvent se poser sur des pistes courtes, des terrains en altitude à faible densité. Voilà, donc ATR et Embraer viennent de voir leurs avions régionaux certifiés sur le marché chinois. Une réaction là-dessus? On fait de l'ULM en Chine? Exactement. Alors justement, je rebondis là-dessus, c'est que l'ULM se développe également en Chine, puisque la Chine a créé un certain nombre de petits aéroports dans lesquels il commence à être possible de faire de l'ULM et de l'aviation générale légère à l'intérieur de la Chine. Donc les espaces aériens s'ouvrent aussi, puisque jusqu'à présent c'était quand même assez militaire. Aujourd'hui, on a des couloirs qui permettent d'aller d'un point A à un point B en VFR, comme on le fait en France, avec des avions et des ULM également, puisque le marché chinois pour l'ULM est un vrai marché avec un potentiel gigantesque. J'ai encore en tête nos voisins de la vallée du Rhône, d'Air Création, qui exportent une bonne partie de ces aéronefs en Chine aujourd'hui. Et également une bonne partie des ULM fabriqués plutôt dans l'est de l'Europe, puisque beaucoup de constructeurs sont localisés là-bas. En fait, des gros potentiels et déjà des ventes significatives sur le marché chinois. Aussi bien pour la formation ab initio de pilotes, puisque l'ULM et l'aviation légère, c'est souvent le tremplin pour l'aviation plus lourde. Tu soulignais les besoins de pilotes à terme, mais souvent les pilotes commencent par voler ultra léger, et puis plus lourd plus tard, parfois. Et après, quand ils sont plus lourds, ils n'oublient jamais les fondamentaux, puisque beaucoup de pilotes de ultra lourds reviennent à l'ULM un jour ou l'autre. Quand on y a goûté, on y revient. Bon, on va en parler évidemment dans peu de temps. Alors, on a du monde sur le chat. Alors, pas mal d'autogires en Chine également. Voilà. Donc, c'est la classe 4, l'autogire. La classe 4. Voilà. Non, mais toutes les classes du LM, le paramoteur se développe beaucoup en autogire, bien évidemment. On peut citer toutes les classes. La classe 1, le paramoteur. La classe 2, le pendulaire, un gros marché, effectivement, avec un fort attrait pour le LM pendulaire. La classe 3, le multi-axe, bien évidemment. La classe 4, l'autogire, effectivement, se développe beaucoup en Chine. D'ailleurs, Aerofly 14 nous te demande, Louis, avez-vous vu en Chine l'autogire français DTA racheté par les Chinois? Absolument, le constructeur DTA, donc, qui était avant tout connu au départ pour ses ULM pendulaires et qui ensuite est passé à l'autogire, effectivement, a été racheté, on peut utiliser le terme, par des Chinois. Donc bon, j'ai un petit peu perdu le fil de développement, mais aujourd'hui, DTA est devenu une entreprise chinoise à part entière, effectivement. Très bien, merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas à échanger avec nous, avec Louis. On va parler du LM après pendant une petite heure. Enfin, on a déjà commencé d'ailleurs. On continue avec le débrief, il reste encore 2-3 actus. Alors on se rapproche du plus léger. Nos amis pilotes aussi d'avion, on salue aussi la FFA, Jean-Luc Charon, qui nous regarde régulièrement. Bien sûr. À l'heure où je vous parle, justement, la FFA est en Afrique du Sud pour le championnat du monde de rallye aérien. Ça se fait aussi en ULM, le rallye aérien. Bien sûr. Alors on rappelle le principe, ce sont des épreuves un peu de navigation où on doit suivre des itinéraires, où il y a des repères avec des photographies, il y a un temps limité, il y a des atterrissages de précision à faire à l'arrivée. Et justement, l'équipe de France est actuellement à environ 1 heure de route au nord de Johannesburg.
pour le championnat du monde de rallye aérien, donc en Afrique du Sud. Au total, il y a 37 équipages, donc de nombreux pays, dont 3 équipages français. Donc 6 pilotes emmenés par le coach, le DTN, le team leader. Donc voilà, on les encourage aussi, parce qu'ils ont fait des bons scores. Je crois que c'était en Slovénie il y a 2 ans. Ils avaient ramené un titre d'argent par équipe et ils volent sur Cessna 172. Voilà, ils ont fait le choix de cet avion parce qu'il est quand même un peu plus puissant que le 152. Surtout là-bas où le terrain, je crois, est à plus de 1000 mètres d'altitude. Il fait chaud, c'est l'été actuellement. Bref, c'était un clin d'œil qu'on faisait aussi à l'aviation certifiée pour le coup. Mais le championnat. Mais je rebondis puisque en France, en toute modestie, les champions du monde de paramoteurs depuis plusieurs années. Ils sont français. Ce sont des Français. Exactement. Voilà. Le couple Marie et Alex Matteo qu'on salue. Voilà. Effectivement, ils font des performances incroyables. Avec une très belle équipe de France d'une vingtaine de pilotes de paramoteurs qui tiennent le haut de la compétition depuis plusieurs années et qui sont vraiment excellents. Voilà. Et puis on a également d'autres compétiteurs dans d'autres classes, bien évidemment. Voilà. Il y a de la compétition dans différentes classes du LM. Il se passe beaucoup de choses. Il y a eu un bel agenda de compétition cette année dans l'ULM. Principalement du paramoteur, mais pas que. Non, pas que du paramoteur, puisque 3 axes aussi, on est en train de développer de nouveaux types de compétitions. Voilà, dont l'Open de France de Stall. Le Stall, exactement. Voilà. Le Stall, dont c'est se poser sur la distance la plus courte possible et décoller sur la distance la plus courte possible. Short take-off and landing. Voilà. Et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Donc, on arrive à se poser sur quelques mètres avec un ULM brillamment mené par son pilote et le décollage également, le lever des roues en quelque chose comme entre 5 et 10 mètres pour lever les roues. Donc c'est assez impressionnant. Je peux vous dire, pour le croire, mais je vous invite à... on a fait une belle démonstration à Blois cette année. Ils sont venus à Blois cette année au salon de l'ULM, mondial de l'ULM, début septembre. Et puis la compétition était en juillet. Fin juin, début juillet. À Saint-Afrique. À Saint-Afrique. Alors moi j'ai la chance et le plaisir d'y être. Et d'ailleurs, il y aura bientôt une vidéo sur la discipline produite par la FF Plume qui va bientôt sortir et c'est vraiment très très impressionnant. Je salue Eric Grard d'ailleurs, le champion de France cette année sur multi-axe. Excuse-moi, je te coupe. On a plein de messages, plein de monde sur le chat. Alors Ulfred, à force de saluer tout le monde, tu vas finir sur un canapé rouge, Jérôme. Michel, si tu nous regardes. Tu le connais, Michel, toi? Alors Michel Drucker, c'était tout premier à venir sur le plateau de Jump Seat. C'était en juin au France Air Expo à Lyon-Bron. On le salue, Michel. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer quelques fois, notamment j'en garde un très pilote bon souvenir, émérite. Un pilote émérite, et il était venu nous voir sur le Tour ULM à l'étape d'Aubenas. Chez Air Création. J'étais là aussi. On a fait une vidéo d'Air Création avec Michel, et qui était vraiment très sympathiquement venu nous voir, et je sais que c'est un fidèle de l'aviation légère et sous toutes ses formes. Voilà. Michel, on te salue. Alors, sans transition, de l'Afrique du Sud. On fait du très bon vin en Afrique du Sud. Très bon vin. Pourquoi ? Sans transition. Eh bien, chez nous aussi, dans notre région, on fait du bon vin. C'est le Beaujolais nouveau. Alors, c'est mardi aujourd'hui. Donc, demain soir, minuit, on aura le droit de le déguster. Alors, c'est tous les 3e jeudis du mois de novembre, mais c'est à partir de minuit. Donc, mais les cargos sont déjà partis. Et les cargos sont déjà partis. Voilà, c'était l'autre actu de la semaine. 450 tonnes de Beaujolais, équivalent de 380 000 bouteilles, se sont envolées aux couleurs de la KT Pacifique. 16 vols au total, 16 rotations. Donc le Beaujolais a toujours autant de succès chez nos amis d'Asie, nippon, voilà. Principalement, voilà, Japon, Chine aussi, Taïwan, je crois. Voilà, donc le Beaujolais nouveau s'est envolé aux couleurs de KT Pacifique, 450 tonnes, c'est absolument incroyable. La zone aéro. Alors, la zone aéro nous dit Louis. Ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux de réformer le système de visite médicale ULM actuel pour l'aligner peut-être que quelque chose plus proche des avions, car on voit des pilotes pratiquer avec des conditions d'acuité visuelle particulières, on se pose souvent la question du coût. Alors,
On en parle maintenant ou après dans le... Tu veux répondre maintenant? Oui, on peut en parler. Donc effectivement, c'est un sujet qui revient souvent dans les discussions. Pourquoi il n'y a pas de visite médicale en ULM? Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de visite médicale en ULM, loin de là, puisque pour prendre sa première licence au niveau de toute fédération sportive, on demande un certificat de non-contre-indication de la pratique. Et par contre, l'ULM est sur un système déclaratif, y compris de la part de son pilote sur le plan médical, puisque chaque année, un pilote d'ULM qui renouvelle sa licence doit de lui-même remplir un auto-certificat, comme pour n'importe quelle autre pratique sportive, comme quoi il déclare qu'il est en bonne santé. Et s'il n'est pas en mesure de répondre oui à toutes les questions, on l'invite tout simplement à voir son médecin traitant. Aujourd'hui, on peut rentrer un peu plus dans le détail de ce sujet du médical. Certains pays ont même supprimé les visites médicales pour le LAPL et le PPL. Je pense notamment à nos amis anglais, qui ont fait le constat que finalement la visite médicale aéronautique n'amenait pas spécialement finalement de sécurité en plus, que c'était une contrainte supplémentaire pour les pilotes et qui coûtait assez cher, parce que autant de visites médicales ramenées au nombre de pilotes. Les médecins considérant que voir des gens qui sont pour la plupart en bonne santé, c'est pas leur rôle, ils sont là pour soigner les gens. Et la diminution effectivement du nombre de médecins aéronautiques ayant divisé pratiquement par 3 en l'espace d'une dizaine d'années. Donc se posera à terme la question effectivement où faire une visite médicale aéronautique pour les pilotes avions. Et le dernier volet, effectivement, pour autant, on s'aperçoit que les pilotes qui ont leur certificat classe 2 aéronautique, ça ne les prémunit pas pour autant de tout incident de santé, et que la meilleure façon de voler en sécurité, c'est avant tout de savoir connaître sa santé et savoir renoncer quand on n'est pas en forme, quand on ne se sent pas bien, on ne vole pas. L'autoresponsabilité. Exactement, et les fondamentaux de l'ULM sont sur la responsabilité du pilote. Alors effectivement, certains ont du mal à l'assumer. Dans ce cas-là, on ne peut que les inviter à voir leur médecin de famille, simplement, qui leur dira oui, tu es en forme, tu peux voler ou tu ne peux pas voler, mais c'est un système qui est extrêmement responsabilisant, et c'est vraiment ça les fondamentaux de l'ULM. D'ailleurs, petite parenthèse, la réglementation européenne pour le LAPL n'impose pas d'aller voir un médecin aéronautique classe 2. Le LAPL, c'est son médecin de famille qui dit oui ou non. Tu nous rappelles donc le LAPL, c'est le premier niveau de brevet de pilote d'avion, qui est réglementé sous la réglementation EASA. Et les EASA n'imposent pas une visite médicale aéronautique pour le LAPL. Alors, la France a maintenu cette contrainte classe 2 pour les pilotes LAPL, mais ce n'est pas une contrainte exigée par l'EASA, par la réglementation européenne, c'est spécifique à la France. Mais voilà. Par contre, pour le PPL, effectivement, PPL international, qui est le brevet de pilote d'avion complet, il impose la classe 2. Ceci étant, des réglementations nationales, je reviens vers les Anglais, effectivement, dans leur réglementation nationale, les Anglais ont mis en place un système déclaratif de la part du pilote tant qu'ils vont en Angleterre. Quand ils sortent d'Angleterre, effectivement, il faut qu'ils aient la classe 2 pour avoir le brevet complet sur le plan médical. Voilà, petite parenthèse, mais vraiment... Parenthèse qu'on va réouvrir dans voilà, on pourra la réouvrir, mais on est vraiment dans des fondamentaux, effectivement, de la responsabilisation du pilote par rapport au sujet du médical. C'est essentiel et c'est les fondements de l'ULM français. Alors la zone aéro, merci Louis pour ces précisions, on va y revenir dans un moment. Une visite médicale simple annuelle permet quand même de filtrer des cas tendancieux, mais merci pour votre réponse. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on va vraiment aborder le sujet dans le dur dans quelques minutes. On termine avec le débrief, donc on a terminé avec le Beaujolais. Autre chose aussi, alors ça concerne aussi le monde de l'ULM, les cadets de l'air. Ça existe depuis 1949, c'est un échange international culturel et aéronautique. 16 jeunes sont sélectionnés chaque année, ils ont entre 18 et 20 ans. Et l'ouverture donc, des cadets de l'air pour la promotion 2023, c'est très bientôt, c'est à partir du 1er décembre. Du 1er décembre au 15 janvier 2023. Donc, je vous invite de nouveau à aller sur Aérobuzz, où on vous a mis toutes les informations et les liens pour tenter votre chance de faire partie des cadets de la promo cadets de l'air 2023. Il y en a aussi dans la... Et bien entendu, donc chaque année, il y a des la FF Plume. La FF Plume, les jeunes pilotes. C'est les fédérations qui proposent effectivement les cadets, mais on a des candidats... au sein de la fédération, donc pour les cadets de l'air, il y en a eu les années précédentes et il y en aura cette année, à n'en pas douter, bien évidemment. Puis c'est passionnant, c'est vraiment l'occasion. C'est une expérience absolument unique. Moi, j'ai eu l'occasion de les croiser,
Avec des rencontres inoubliables de la Donc, patrouille de France. c'est international. Les C'est cadets de l'air, international, c'est bien des sûr. échanges également avec d'autres pays européens Tout à en fait. général, voire même les États-Unis, puisqu'il y a certains cadets de l'air qui ont eu la chance d'aller aux États-Unis pour faire une expérience aéronautique aux États-Unis en tant que cadet de l'air. Alors, C'est des échanges, les cadets de l'air, hein, donc entre Ouais. voilà, donc on reçoit des cadets de l'air étrangers Voilà. et ils nous reçoivent réciproquement dans leur pays réciproque. alors si ça vous tente, il y a 16 places. Donc, les candidatures à partir du 1er décembre en ligne. Toutes les informations sur aerobuzz.fr. C'était le débrief. Merci Louis. On se retrouve tout de suite parce qu'on a un nouveau générique. Enfin, un nouveau. Sur le Jump Seat, Louis Collardo. J'allais dire sur le canapé rouge, pardon. Alors, Louis, on revient sur le médical parce qu'il y a quelques réactions. Il y a Guy Hervé 7 qui nous dit c'est l'inverse qu'il conviendrait de faire. Aligner la visite médicale pour le SPL sur celle de l'ULM. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, il n'est pas improbable qu'à terme, c'est ce qui se passera par la force des choses, puisque je disais, il y a de moins en moins de médecins aéronautiques, puisqu'un médecin, il est avant tout là pour soigner des gens, pas pour voir des gens en bonne santé. Moi, je ferai le parallèle aussi avec ce qui se passe en voiture. Aujourd'hui, pour conduire en France, parce que les pays européens ont des visions différentes sur ces sujets-là, mais ce qui se passe en France, aujourd'hui, on n'a pas de médical pour conduire sa voiture, mais à un moment donné, il faut avoir la sagesse, et c'est quelquefois à l'entourage du pilote aussi, de savoir dire à un conducteur de voiture ou à un pilote, il sera peut-être temps que tu envisages de ne pas voler tout seul ou de ne pas conduire tout seul, de te faire accompagner quand tu n'es plus en mesure. Donc c'est vraiment une question de responsabilité. Et on peut mettre une visite médicale en place pour tout le monde, ça ne réglerait pas pour autant les problèmes. D'ailleurs, je faisais référence à l'étude anglaise, qui est une étude qui s'est faite quand même sur 15 années d'accidentologie en aviation générale. Et ils sont aperçus qu'en fait, la visite médicale ne permettait pas finalement de réduire significativement le nombre d'accidents, puisque les AVC, même en sortant de ce médecin, on peut faire un AVC, on le sait très bien. Des malaises en vol, ça peut arriver effectivement à n'importe qui, à n'importe quand, sans pour autant avoir eu une visite médicale qui permettait de détecter ce genre d'inconvénients. Et si on sait qu'on est sujet, je dirais, à des moments de fatigue, des choses comme ça, la bonne pratique, effectivement, c'est d'être responsable et de se dire je ne vole pas parce que je ne suis pas en forme aujourd'hui, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on mettra la sécurité du bon côté. Ce n'est pas un médecin qui, à un moment donné, faut dire « Ah non, tu arrêtes de voler » alors qu'on se sent bien, et à l'inverse. Tu disais tout à l'heure que... Alors, par contre, on a quand même une réponse très précise au niveau de la fédération. C'est qu'on a au sein de la fédération une commission médicale. On a le médecin fédéral qui a les dispositions de l'ensemble des pilotes du LM pour répondre aux questions particulières. Et c'est ce qu'on encourage à faire. Et il est régulièrement sollicité par des pilotes qui disent voilà, je viens d'avoir une opération, est-ce que je peux encore voler ou pas, dans quelles conditions. Donc on a une réponse quand même précise sur ces sujets-là, de façon à pouvoir accompagner et aider les pilotes qui se posent des questions par rapport à leur santé. Voilà. Mais c'est vraiment un concept pour le moment innovant d'être responsable de son vol, mais également responsable de sa santé, comme on doit être responsable de l'entretien de son aéronef. Alors, responsable de son vol, responsable de sa santé, de sa machine. C'est ça l'ULM à la française ? Exactement. Comment tu l'as défini ? Comment tu le définis l'ULM à la française, Louis, aujourd'hui ? Alors, l'ULM à la française, si on peut donner une définition, c'est un ULM déjà, historiquement, l'ULM est en bonne partie né en France, puisque ça a bonne quarantaine d'années, on va dire. Oui, une bonne quarantaine d'années. Donc au départ, c'était effectivement l'adaptation de deltaplane auquel on avait rajouté un moteur. Après, il y a eu des 3 axes à partir de petits aéronefs qui venaient plutôt des États-Unis, donc les Quicksilver, des machines qu'on a bien connues et qui volent encore aujourd'hui en France parfaitement bien. Donc l'ULM est né par cette le tube étoile. Le tube étoile, exactement, avec une réglementation qui s'est mise en place au début des années 80. De façon un petit peu mieux cadrer ce sujet, mais tout en gardant une liberté, qui est la liberté de pouvoir voler à partir de terrains très sommaires, de pistes ULM sommaires, pas nécessairement à partir d'aérodromes, et cette liberté existe toujours aujourd'hui. On peut regarder les choses par n'importe quel bout de la lorgnette. La liberté, les fondamentaux de l'ULM sont toujours là. Alors après, effectivement, il y a eu des évolutions, mais je dirais comme toute pratique, quelle qu'elle soit.
de loisirs, il y a une offre, il y a une demande, il y a un marché, effectivement. Et donc, alors, on va en parler, parce on va y venir. Il faut rappeler quand même de l'ULM, il y a 6 classes. Il y a donc nombreuses catégories, il y a multiples façons de pratiquer l'ULM, du paramoteur au ballon, en passant par l'autogire, le multi-axe, qui se rapproche de plus de l'avion, mais qui reste un ULM par sa masse, Ça, c'est important de dire. La réglementation aujourd'hui, c'est quoi ? C'est déjà la masse. Alors, la réglementation selon de les classes se définit par 3 critères, en fait. Il y a la masse maxi de l'ULM, il y a sa masse à vide et la puissance, ainsi qu'une notion de vitesse minimale de vol, donc la vitesse de décrochage. Voilà. Tout simplement. Donc, avec ces 3 critères, on définit aujourd'hui que ça rentre dans une catégorie ULM ou pas. Tout simplement. Alors, si on prend l'exemple de l'ULM multi-axe, c'est 525 kg. Alors, l'ULM multi-axe, aujourd'hui, la réglementation de base, c'est 500 kg. On a droit à un crédit de poids de 25 kg si on ajoute un parachute. Ou une cinquantaine de kilos si on met des flotteurs, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est la définition française de l'ULM multi-axe. Voilà. Alors après, on disait, effectivement, il y a 6 classes d'ULM. Donc le paramoteur, donc classe 1 et la classe 2, l'ULM pendulaire, sont toujours restés en masse initiale, donc 450 kg, et 475 avec un parachute, tout simplement, 25 kg de crédit de masse. L'ULM 3 axes, l'autogire, et la classe 4, l'autogire, et la classe 6, l'hélicoptère, effectivement, peuvent bénéficier d'un crédit de masse supplémentaire, donc d'aller jusqu'à 500 kg. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi en 2019, on a fait évoluer cette réglementation ? C'est qu'il y avait un fort lobbying de beaucoup de pays de l'Est de l'Europe qui réclamaient effectivement pouvoir alourdir les masses des ULM de façon à pouvoir suivre aussi la tendance, la technologie. Et on faisait effectivement le constat en France, c'est que les machines qui avaient évolué avait pris du poids également. Donc, il faut se rappeler qu'au début du LM, on avait juste des moteurs Rotax de temps, pour la plupart, qui étaient beaucoup plus légers. Aujourd'hui, la plupart des ULM volent avec des moteurs 4 temps, donc toujours de chez Rotax, majoritairement. Donc, rien que par ce biais-là, l'aéronef a pris du poids. Et c'est pour ça qu'en France, quand l'Europe, avec la Basic Regulation de 2018, a laissé la possibilité à chaque pays, puisque c'est ce qu'on a appelé le fameux opt-out, laisser le choix à chaque pays de définir la masse jusqu'à un maximum de 600 kg de ces ULM, en laissant la responsabilité à chaque État, et donc derrière ça avec chaque fédération, puisque les fédérations discutent avec leurs États pour l'amélioration de l'évolution des réglementations. Et en France, on a pris l'option de dire est-ce qu'on fait évoluer la masse ou pas ? Est-ce qu'on reste à 450 ou on évolue ? Bon, on faisait tous le constat qu'effectivement, dès qu'on voulait voler à deux d'un appareil un peu moderne, on était toujours, on va dire, borderline au niveau des masses. Et donc, on a regardé d'un peu plus près la question et on a vu qu'avec 50 kg d'ajustement, ça laissait une marge. Ça laissait une marge et on faisait rentrer 95% des ULM de l'époque dans les clous, avec un pilote et un passager d'un poids normaux, puisqu'ils sont deux. Maximum. Maximum, voilà, et puis de pouvoir mettre quand même du carburant pour pouvoir se déplacer un petit peu. Et moi, ce qui me convient très bien, c'est quand on a fait le tour du salon ULM de Blois cette année, on regardait sur l'ensemble des stands tous les constructeurs européens d'ULM qui étaient présents. Donc, on avait beaucoup de pays étrangers, puisqu'on a énormément de constructeurs ULM en dehors de la France, même si on a quelques célébrités, on peut les citer, nos constructeurs français. On a G1 Aviation. On a G1 Aviation du côté on a Aéroservice avec le Super Guépard. Super Guépard. Et puis Création. Humbert aussi, bien sûr. Les célèbres 3 axes très classiques. On a Création, effectivement, qui sont nos 4 célébrités françaises. Cocorico, faut le dire, bien sûr. Qui sont une machine extrêmement pointue. Et abordable, j'ai envie de dire. Même. Voilà, et qui reste vraiment dans l'esprit ULM. Et puis autour de ça, dans toute l'Europe, un bon équilibre. Et dans toute l'Europe, effectivement, il y a des constructeurs beaucoup plus, avec des machines beaucoup plus évoluées, notamment dans les pays du l'Est de l'Europe. Bon, on peut simplement citer Pipistrel, par exemple, qui a été beaucoup...
qui s'est beaucoup développé à travers le sinus, le virus, des machines comme ça, et qui maintenant font le Vélis Electro en avion, et puis l'Alpha Electro dans la version ULM qui existe aussi en électrique. Parce que voilà, il y a des constructeurs qui ont des versions certifiées, avion et ULM. Tout à fait, voilà, et les deux cohabitent effectivement. Et les deux cohabitent. Et c'est vrai qu'un certain nombre de constructeurs poussaient un petit peu pour aller vers le 600 kg, parce que ça les arrangeait bien, parce que c'est plus simple de faire un appareil à 600 kg qu'un appareil à 500 kg. Ah oui. Effectivement, on a moins besoin de travailler sur tout. On peut mettre des épaisseurs un peu plus fortes à certains endroits. Mais je disais, ce qui m'a beaucoup rassuré, et finalement, le choix de la réglementation française qu'on a pris est opportun, puisqu'on s'aperçoit qu'on peut parfaitement faire des ULM à la française, avec une masse maximum au décollage et une masse à vide qui soit conforme à la réglementation française, une puissance limitée aussi, qui permet effectivement d'avoir des machines raisonnables, parce que sans limitation de puissance, on peut avoir des ULM avec 250 chevaux, ce qui peut arriver dans certains pays. Et surtout, pourquoi on a gardé ce biais aussi, c'est de garder aussi la liberté de la réglementation française de l'ULM. Et ça, c'est le point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas perdu 1 millimètre de liberté, puisqu'on peut voler exactement comme on volait dans les années 80, c'est-à-dire qu'on peut décoller d'une plateforme ULM, se poser sur une autre plateforme ULM avec des petits terrains, des pistes courtes. Et pour pouvoir garder ce privilège que l'on a, il faut garder des machines légères. Parce qu'entre une machine à 500 kg et une machine à 600 kg, d'un point de vue aérodynamique, il faut des pistes plus longues. Donc une piste de 200 mètres ou 250 mètres qu'on peut utiliser qu'un ULM léger, avec un ULM à 600 kg, vous ne pourrez plus vous poser sur une plateforme ULM. Parce que c'est ça, en fait. Pour bien comprendre, qu'est-ce que vous craignez des 600 kg, en fait, en France ? Qu'est-ce qui est craint ? C'est vraiment c'est l'aspect, une caractéristique technique, justement, comme tu viens de... C'est de perdre une partie de cette liberté. Ouais, d'accord. Tout simplement, le privilège, il faut savoir qu'on a pratiquement plus de 1000 plateformes ULM en France, spécifiquement ULM, avec des pistes qui font en moyenne autour de 300 mètres. Si on passe à 600 kg, ces machines seraient plus compatibles avec des pistes courtes de 250 ou 300 mètres. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème pour se poser avec les ULM français, à la française, sur des pistes courtes. Voilà. Après, c'est une question de technique de pilotage, de maîtrise de la part du pilote, mais techniquement, ces machines peuvent le faire, puisqu'on peut se poser effectivement à des vitesses inférieures à 70 km/h, 65 km/h, même pour les plus légères. Donc ça ne pose pas de difficultés particulières. Pourtant, il y a quand même aussi une communauté de pilotes en France qui aime, avec l'évolution des technologies et des machines, ça crée aussi un peu de la frustration chez certains. Ils aimeraient... Alors, c'est une communauté, mais très, très franchement, quand on regarde un petit peu, c'est une minorité, effectivement. Bon, après, on sait très bien que l'homme est comme ça, on veut toujours plus vite, plus gros, plus lourd. Mais malgré tout, la tendance générale, et quand on questionne nos pilotes fédéraux, et la fédération, c'est de la ligne de conduite qu'on s'est toujours fixée et qu'on gardera... aussi longtemps que possible, c'est de rester, je dirais, sur un ULM simple, accessible, responsable. Et pour garder ce niveau de pratique, effectivement, il faut rester sur des machines qui soient simples et pas trop lourdes. Parce qu'après, beaucoup de pays, effectivement, ont passé à 600 kg. Mais loin de croire qu'il y a tous les pays autour de ça. Mais à 600, on va y revenir. Voilà, mais je prends simplement un exemple qui me vient en tête, c'est que l'Irlande, qui vient d'adopter une nouvelle réglementation ULM, ils ont dit pas de problème, vous voulez faire de l'ULM à 600 kg. Eh ben pour voler à 600 kg, il faut un LAPL ou un PPL. C'est extrêmement simple. Voilà. Alors du coup, donc maintenant, c'est plus l'ULM alors. C'est plus l'ULM, exactement. Et beaucoup de pays, notamment du nord de l'Europe également, font ce qu'ils appellent eux de l'ULM, mais qui n'est plus l'ULM, puisque s'il faut un LAPL et un PPL qui est encadré par une réglementation européenne, puisqu'il n'y a plus de brevet d'ULM dans certains de ces pays aujourd'hui. Ils sont passés tout simplement sous une tutelle EASA au niveau de la réglementation de leurs ULM. Et ça, c'est ce que l'on ne veut pas et on redoute ça et on ne fait pas pour cette raison-là également, pour garder toute la liberté de voler qu'on a en France, qui est une vraie spécificité française. Parce que beaucoup de pays en fait ont un régime ULM qui s'apparente beaucoup plus au système LSA, puisque tu citais ça, Light Jérôme. Sport Aircraft. Voilà, donc on est entre l'avion et l'ULM. Voilà. Mais le Light Sport Aircraft est un avion. C'est un avion léger. Et aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'ULM existent également dans la version LSA qui permettent effectivement de voler un peu Pipistrel, ou on peut citer des noms. Il y a d'autres, bien sûr. Je prends les dynamiques. Le dynamique aujourd'hui qu'on connaît très bien existe en version ULM. VL3. Le VL3 également, bien sûr, existe en version ULM et également en version LSA. Donc c'est un choix du pilote. S'il veut voler en LSA en France, il n'y a pas de problème.
il pourra voler à 600 kg, même 650 kg sur ces machines, mais effectivement, il faudra un brevet de pilote d'avion. Donc, au minimum un LAPL ou un PPL pour voler, mais ça ne nous pose aucune difficulté. Celui qui veut le faire, il peut le faire en France. Mais effectivement, ce n'est pas un brevet de pilote d'ULM. Mais il faut être très clair là-dessus, c'est que beaucoup de pays qui aujourd'hui sont passés à 600 kg imposent à leurs pilotes des réglementations qui sont, pour certains, complètement sous un régime EASA, puisque c'est le LAPL ou le PPL, ou pour d'autres pays qui ont mis en place des réglementations spécifiques ULM qui sont tout simplement équivalents à un brevet EASA de pilote d'avion. Voilà. On va revenir justement. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ils ont beaucoup perdu, puisque le maillage des petites plateformes ULM qu'on a en France n'est pas accessible à ces aéronefs-là. Puisque ce ne sont pas des ULM. Et l'autre spécificité française, effectivement, c'est qu'on a beaucoup de plateformes ULM, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. On a eu un développement dans les années 90 jusqu'à maintenant d'énormément de petites bases ULM, de plateformes. Et c'est ce qui fait toute la richesse et tout le plaisir du pilote ULM français. Et pourquoi on a autant de pilotes étrangers qui aiment bien venir en France? C'est pour la découverte de ce patrimoine de plateformes ULM qui est unique en Europe, il faut le dire. Voilà. Alors, un dernier point pour donner quelques chiffres. Après, on fait une petite pause de chat. Il y a plein de questions. Voilà. Vas-y. Pour donner quelques chiffres, effectivement. Donc là, je prends ma casquette EMF, European Micrology Federation. Donc, je suis à la chance de présider. La France représente sensiblement 16 000 pilotes d'ULM licenciés à la fédération. Il y a quasiment autant de machines d'ailleurs. Et en France, c'est un peu comme la voiture. Hein. On pratique et on est propriétaire de sa machine. C'est une pratique essentiellement de propriétaire, effectivement. Ce qui représente le tiers des pilotes ULM européens. Donc, il faut ramener les choses à leur juste proportion aussi. Il y a quelques pays où, effectivement, la pratique est quand même assez significative. Je pense comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, effectivement. Et sur les autres pays européens, la pratique ULM est beaucoup plus marginale, puisque une bonne pratique de l'aviation générale se fait sur des avions, effectivement. Toute classe confondue, là. Toute classe confondue, à peu près. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. On va y revenir, Louis. Alors, on va essayer de répondre aux questions. On a des questions, voilà. Merci à tous pour vos questions. Alors, je vais dans l'ordre, c'est Rogue N2D2. Il y a des machines comme le X-Cube de chez Zlin qui ne nécessitent une augmentation de distance. Alors, qui ne nécessite pas une augmentation de distance. Est-ce que tu peux préciser un petit peu, Rogue, ce que tu veux dire dans ta question? Je ne sais pas comment toi tu l'as décrite, Louis. La distance de décollage par des dispositifs hypersustentateurs, je pense des becs à fente ou des volets hypersustentateurs, comme on a sur des avions très lourds d'ailleurs. Ouais. On a la 380 pour y revenir. C'est ce qui permet à ces avions de voler Vortex. Lourd et vite, tout en se posant relativement lent. Voilà. Et donc, effectivement, il y a des systèmes hypersustentateurs, mais ça met tout de suite beaucoup de complexité dans ces aéronefs. Mais je prends simplement le MCR-01, qui était un appareil qui avait des doubles volets à fente, effectivement. Mais c'était toute une cinématique quand même assez complexe pour arriver à se poser à des vitesses extrêmement lentes. Le MCR se posait autour de 60-62 km/h de mémoire, quelque chose comme ça. Mais effectivement, ça met un peu de complexité, mais pourquoi pas. Mais l'autre critère également, c'est bien la masse totale, effectivement, et la masse à vide aussi, puisqu'il faut mettre des limites à un nez pour définir un aéronef. Si on prenait que la vitesse, effectivement, on peut dire un hélicoptère, il peut se poser à l'arrêt, ou un autogire aussi, il se pose à 20 ou 30 km/h. Oui, il faut bien tenir compte de tous les critères. Il faut toujours bien voir qu'en France... il n'y a pas que la masse. Voilà, j'insiste bien, il y a 3 critères. 3 critères. Masse, vitesse de décrochage... Et la puissance du moteur. Voilà, pour limiter également, avoir quelque chose de raisonnable, parce que on voit dans certains pays où on a eu une vraie dérive, et là on peut parler de dérive, effectivement, où on a des ULM avec des motorisations qui peuvent aller à 200 jours quelquefois, mais ça reste une catégorie ULM. Mais ces appareils sont incapables de décoller sur des terrains très courts ou de se poser sur des terrains très courts parce que leur masse devient... Ils sont bien à 600 kg, mais voilà. ça devient des gros monoplaces, mais ce ne sont plus des appareils. On est biplace. On a d'autres questions. Aquilon 27, ne pourrait-on pas prévoir une règle pour chaque classe ? C'est intéressant comme question, car un autogire à 600 kg se posera toujours plus court qu'un 3-axes à 500. Oui, mais il va se poser plus court, mais quelle distance de décollage ? Quelle distance de décollage ? Parce qu'effectivement, alors je rappelle ce que c'est qu'un autogire. Je pense qu'ici tout le monde connaît à peu près. On le confond souvent avec un hélicoptère, mais ce n'est pas un hélicoptère.
L'autogire, tout droit sorti des films de Mad Max, hein. C'est un ULM qui est propulsé par un moteur comme l'est un pendulaire, mais le rotor que vous voyez au-dessus sert en fait de portance. Il joue le rôle de l'aile. C'est pas du tout un rotor de façon hélicoptère. Voilà, un autogire ne décolle pas verticalement. Il a besoin de distance pour décoller. Donc là aussi, la masse peut avoir un impact sur l'autogire. Tout à fait. Mais je soulignerais, l'autogire à 600 kg existe aussi. Hein. Il existe. Il existe, mais effectivement, ça demandera aujourd'hui un PPL avec une extension de classe. Ça a été prévu par l'EASA assez récemment. On vient de recréer au niveau de l'EASA un PPL avec une variante autogire qui permet de voler avec des autogires beaucoup plus lourds. En Allemagne, il y a des autogires à 600 kg qui volent, voire 650, 750 kg. Il y a même des projets d'autogires 4 places, comme ça se faisait il y a une trentaine d'années en arrière. Ça revient sur la table des projets de certains constructeurs. Donc c'est possible de voler un autogire à 600 kg. Mais pas en France, ce ne sera pas en ULM. Ça ne sera pas en ULM, mais il y a des autogires certifiés. Bon, il se trouve que moi j'étais chez Mani il y a quelques semaines de ça, j'ai eu la chance de visiter le fabricant d'autogires Mani. Et clairement, ils font des machines qui sont certifiées à part entière. Voilà, donc ils font les deux. Mais celui qui veut quelque chose de plus lourd, c'est possible également. Voilà, donc en fait, à chacun de trouver la bonne mesure. On ne peut pas mettre non plus tout le monde dans le même sac. À un moment donné, il faut effectivement faire un choix. Je vole léger, je vole responsable, avec moins de contraintes et une réglementation plus adaptée à ma pratique. Je choisis l'ULM. Si je veux voler plus lourd, plus vite, beaucoup plus loin et avec 2, 3 ou 4 personnes, j'ai d'autres solutions. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas possible de voler à 600 kg, mais ce ne sera pas de l'ULM en France. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, l'ULM à la française. Voilà. La zone aéro nous pose aussi la question, je crois que c'est un sujet un peu sensible ça. Bon, la question est posée, est-ce que la Suisse a prévu de s'ouvrir à l'ULM ou pas du tout ? Ah, la Suisse. Bon, la Suisse. Alors, c'est un sujet qui n'est pas directement peut-être dans l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Moi, je suis en contact régulièrement avec la Swiss Microlite Federation, ce qu'on appelle la SMF, avec notre homologue de la Fédération suisse, où ils ont beaucoup de difficultés pour voler en Suisse, puisque la réglementation suisse, à l'inverse de la nôtre, s'est complètement refermée ces dernières années pour l'ULM, à un tel point qu'aujourd'hui, ils sont dans des débats juridiques extrêmement complexes avec leur déjà assez local. On essaye de les aider au niveau de l'EMF, on est en discussion avec eux pour voir comment les aider. Mais le résultat et le constat qu'on fait tous aujourd'hui, c'est que les pilotes suisses, aujourd'hui, n'ont pas d'autre solution que de voler soit en France, soit en Allemagne, soit en Italie, puisque l'ULM est devenu quasiment inexistant en Suisse par une réglementation très contraignante. La dernière invention de la réglementation suisse, c'est de limiter à 60 jours par an le nombre de jours de vol possible pour un pilote d'ULM. Donc franchement, c'est quelque chose, vous le comprenez bien, qui n'est plus acceptable. Donc, ce qui explique pourquoi on a autant de pilotes suisses qui sont obligés de s'exiler à l'étranger pour pouvoir continuer de voler avec leur passion. Voilà. Et c'est aussi pour ça. On en revient sur la liberté. Hein. Exactement, voilà. Alors justement, est-ce que cette liberté est menacée, Louis par cette tentation de libéralisme communautaire quand même en Europe. Est-ce que la France est isolée ? Est-ce que la FF Plume, qui défend ces fondamentaux que tu viens de décrire, est isolée en Europe ? Alors, oui ou non ? Je ne prendrai pas le terme d'isolé, oui. C'est une position qu'on a délibérément prise en France de dire on ne fait pas évoluer de façon significative la réglementation ULM, on garde vraiment les fondamentaux, j'insiste bien sur ce terme-là, avec toute la liberté qu'on a depuis le début. D'ailleurs, si on regarde très objectivement, l'ULM sur ces 20 dernières années, on n'a pas eu de modification fondamentale de la réglementation, hormis cet ajustement de masse de 50 kg qu'on a fait en 2019, tout simplement, de façon à pouvoir revenir à la réalité de la pratique telle qu'elle se faisait en 2019, puisqu'on, j'ai expliqué tout à l'heure, entre un appareil 3 axes ou un pendulaire du début avec un petit moteur de temps qui était effectivement avec des masses beaucoup plus faibles. Aujourd'hui, on a des machines biplaces avec des moteurs 4 temps qui sont plus lourds. Donc, il fallait bien à un moment donné revenir à la réalité de la pratique. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait un ajustement, je dirais, pragmatique, voilà, là-dessus. Et pour revenir à ta question,
Aujourd'hui, si je prends la liste, et je l'amène avec moi parce que je pensais que je serais questionné là-dessus. Donc, si je regarde aujourd'hui au niveau de l'EMF, en fait, l'Europe, c'est 27 pays, plus 3 pays assimilés Europe. On intègre également nos amis anglais là-dedans. Aujourd'hui, il y a 11 pays qui ont fait le choix de passer à 600 kilos. Donc, il ne faut pas imaginer que toute l'Europe est passée à 600 kilos, c'est pas vrai. La France, on est resté à 500 kilos. C'est important de le nuancer, ça, effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, il y a 11 pays qui sont encore à l'ULM à 450 kilos, tout simplement. Je peux les citer, les pays qui sont passés à 600 kilos. Voilà, donc, il y a l'Allemagne, la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, l'Italie, l'Autriche, la Suède, la Pologne, la Belgique et l'Irlande. Voilà. C'est les seuls pays aujourd'hui qui sont passés effectivement à 600 kilos. Qu'est-ce qui les a motivés, à ton avis ? Est-ce qu'il y a eu une pression des constructeurs ? Est-ce que c'est l'Europe qui met pression ou les constructeurs ? Parce que visiblement, les constructeurs, ils jouent le jeu quand même avec vous, avec la France. C'est clair. Tout comme les autorités. Voilà, que la réglementation 100 kilos est arrivée quand même sous le lobbying des constructeurs. Il faut voir comment aujourd'hui on se définit une réglementation européenne. Aujourd'hui, c'est un processus un petit peu complexe, mais les décisions qui sont prises par la Commission européenne, en fait, sont pris effectivement sur les aspects aéronautiques en lien avec l'EASA, donc l'Agence européenne de la sécurité de l'aviation, tout simplement, qui propose à Bruxelles des réglementations. Et effectivement, il y avait un fort lobbying dans les années 2016-2017 d'un certain nombre de pays de l'Europe pour passer l'ULM à 600 kg, qui correspondait à une pratique d'aviation dans beaucoup de pays d'Europe du Nord et de l'Europe de l'Est, et pas mal de constructeurs d'aéronefs qui sont dans ces pays aujourd'hui, qui développaient déjà des avions à 600 kg. Et ils se sont dit, ça serait bien si on pouvait faire rentrer ça dans la catégorie LM. Alors bon, pourquoi pas, effectivement. Sous réserve, effectivement, que la réglementation, on n'y laisse pas trop de plumes. Et ces pays étaient déjà d'un modèle d'ULM très réglementé, assez proche de ce qui se fait pour l'aviation certifiée. Donc ça leur posait moins de difficultés culturelles également de passer de 450 à 500 ou 600 kilos, comme ils l'ont fait pour la plupart d'entre eux, puisqu'ils avaient déjà un système d'ULM certifié. Voilà, alors que nous, on est vraiment dans un système déclaratif. Et on est pratiquement le seul pays d'Europe aujourd'hui, on a un vrai système déclaratif à part entière. Donc déclaratif, ça veut dire que c'est le constructeur de l'ULM, qu'il soit de l'ULM de série ou ULM de constructeur amateur. Ouais. C'est le pilote. On peut faire des ULM en kit. Bien sûr, tout à fait. Donc ça sera une autre émission. Mais... Ouais, on pourra en parler, bien sûr. Donc effectivement, c'est ce système déclaratif et une vraie spécificité française. Nous, on ne voulait surtout pas perdre ça, et c'est pour ça qu'on est resté dans notre modèle d'ULM et passé à 600 kilos. Si ça ne gênait pas du tout certains pays qui étaient déjà dans ce dispositif certifié, d'ULM certifié, nous, ça ne nous intéressait absolument pas, donc on n'avait aucune raison de vouloir y aller. Alors après, effectivement, il y a la pression des constructeurs, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ils jouent quand même par rapport au marché français. C'est le plus gros marché quand même européen, la France. Tout à fait, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que malgré tout, ils ont tous trouvé de façon à pouvoir continuer de vendre sur le marché français. Ils ont fait des adaptations de leurs aéronefs pour pouvoir les rentrer dans le cadre de la réglementation française, avec des limitations de puissance, des limitations de masse à vide et de masse maximum au décollage qui nous conviennent très bien. Dans la pratique, effectivement, ce sont souvent les mêmes aéronefs. Tu as mentionné la Belgique tout à l'heure parmi les pays qui sont passés aux 600 kg. Alors, une autre question de Chauvin 31. La question belge est intéressante. Ils sont passés donc à 600 kg en LSA, Light Sport Aircraft, et interdisent les ULM. C'est vrai, ça ? Les ULM, si Chauvin 31 peut préciser, je n'ai pas connaissance que les ULM... non, les ULM ne sont pas internes en Belgique, mais simplement pour les ULM France, adaptés à la réglementation française. Je pense ils ne sont pas bannis de Belgique, je ne pense pas. Derrière la question, je pense que c'est pour aller en Belgique, effectivement, il faut demander une autorisation à la DGAC belge, donc il faut avoir un laissez-passer qui est valable 1 an. Pas que la Belgique d'ailleurs. Il n'y a pas qu'en Belgique, pour aller en Espagne, c'est la même chose, c'est pareil, pour aller dans d'autres pays. Alors, il y a des reconnaissances mutuelles d'un certain nombre de pays, et c'est la même chose pour venir en France avec un ULM de 600 kg. Aujourd'hui, pour un ULM de 600 kg n'est pas un ULM en France, donc il ne rentre pas dans la réglementation française. Donc effectivement, il y a un processus qui est assez simple, qui est rapide. Il suffit de demander un laissez-passer à la DGAC, ça se fait, un dispositif qui se fait en ligne, on remplit le formulaire, la DGAC dit bon, ok, pas de problème. Donc avec des périodes limitées, bien évidemment. Donc on a le droit à des périodes de 10 jours qu'on peut renouveler 3 fois dans l'année. Donc c'est dans ce cadre-là que ça se fait. Mais
Pourquoi ça? C'est parce que les réglementations sont toutes des réglementations nationales. Il n'y a pas de réglementation européenne ULM. Et heureusement, parce que vous savez très bien que si on mettait une réglementation ULM uniformisée, quand on harmonise des réglementations, ça ne se fait jamais par le bas, ça se fait toujours par le haut. Donc ça serait tout simplement revenir à mettre en place un système équivalent, plus ou moins, à ce qui existe au niveau du LSA. Est-ce que c'est pas quand même une crainte, ça, au niveau de la FF Plume, qu'un jour, que l'Europe petit à petit fait son chemin vers cette réglementation uniforme? Objectivement, non. Il y a quand même des signes. Tu as réagi l'année dernière sur les carnets de vol, les heures de vol en ULM, on n'est pas obligé, en tout cas en France, de tenir un carnet de vol, de noter ses heures de vol comme on le fait en avion. Tout à fait. Mais il y a une annexe qui est passée. Voilà, alors ça, encore une fois, c'est le lobbying de certains pays de l'Est qui ne font plus le distinguo entre l'avion et l'ULM. Et en fait, ils se sont dit, mais pourquoi je ne peux pas loguer mes heures de vol en ULM sur mon carnet de vol avion? Et donc, ils ont réussi à faire passer au niveau de l'EASA un petit alinéa qui allait très bien, qui les arrangeait bien, en disant, on peut déclarer un certain nombre d'heures de vol sur mon carnet de vol avion certifié, des heures de vol que je fais avec mon ULM. Mais je dis bien, ils font ça avec des ULM qui sont également certifiés. Donc finalement, ça ne pose pas de difficulté. Et effectivement, en France, on s'est un peu étranglé quand on a vu ce texte-là, y compris que la DGAC, ça nous a un petit peu préoccupés. Bon, une règle européenne s'applique effectivement de facto à tous les États. Donc la France a bien fallu qu'elle trouve un biais, donc c'est pour ça qu'on peut le faire. Mais c'est vrai que c'est un peu un paradoxe de déclarer des heures d'ULM non certifiées sur un carnet de vol certifié. Mais bon, c'est comme ça, c'est une loi européenne. Et dans le processus législatif, je pense qu'il faut bien comprendre aussi, c'est une petite aparté réglementaire, c'est qu'aujourd'hui, la Commission européenne, en fait, propose des textes qui sont soumis après au vote du Parlement et du Conseil de l'Europe. Et en fait, comment le opt-out, cette fameuse règle des 600 kilos est arrivée, il faut revenir un peu à l'historique en 2018, quand ça s'est décidé comme ça, c'est que il y avait un gros lobbying de pas mal de pays européens pour passer à 600 kilos. Et il y avait un autre lobbying d'autres pays qui n'étaient pas du tout d'accord, dont la France, mais d'autres pays n'étaient pas spécialement d'accord d'évoluer la réglementation ULM française, et en restant à 450 kilos. Et à un moment donné, le Conseil de l'Europe et le Parlement n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux, puisqu'il y avait une différence. Je rappelle, le Parlement, c'est les élus, le Conseil de l'Europe, ce sont les dirigeants des pays. Voilà. Donc non, la France n'est pas isolée en Europe. Voilà, et en fait, n'arrivant pas à se mettre d'accord, ils se sont dit, puisque on ne peut pas trouver un texte unique, on va laisser la possibilité à chaque État d'avoir ce qu'on appelle le opt-out, qu'on peut traduire par comment on peut traduire ça, le opt-out, par une sorte de dérogation. Oui, dérogation, oui. Voilà, ou un ajustement de chacun, comme chacun est libre de le faire, de mettre en œuvre ou pas. Voilà, un système dérogatoire. Donc chaque pays a fait ce choix-là. Et n'arrivant pas à se mettre d'accord, on se dit laissons à chacun la responsabilité de faire comme il a envie. Donc en fait, c'est une décision de non-choix, en réalité. Voilà. Ce qui est intéressant de préciser aussi, Louis, c'est que quelque part, vous avez le soutien des autorités en France. Voilà, alors en France, c'est vrai on peut le souligner. On a la chance au niveau de la France d'avoir la DGAC avec qui on a vraiment un dialogue extrêmement ouvert et positif et constructif, qui défendent le modèle du LM à la française. Donc ça, c'est important. Jusqu'au plus haut niveau, puisqu'on a eu la chance de voir pour la deuxième année le nouveau directeur de la DGAC, monsieur Damien Cazé, qui est venu pour la deuxième fois à Blois. Il a enthousiasme de voir. Il a fait son baptême du LM d'ailleurs, pas cette année, mais l'année d'avant. La condition météo n'était pas. Il était un petit peu déçu même de ne pas avoir pu revoler cette année, mais bon, c'est comme ça. Il avait volé sur pendulaire. Effectivement, sur LM pendulaire, c'était son premier ans. baptême de l'air, effectivement, du directeur général qui venait d'arriver en 2021, effectivement. Donc il a découvert l'ULM. Baptisé. Voilà, et il a été enthousiasmé par ce modèle à la fois responsabilisant, ce modèle également très enthousiaste, et surtout qui permet une innovation phénoménale. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi mettre en avant. Derrière l'ULM à la française, c'est tout un pan d'innovation. Et l'ULM est si innovant parce que justement il y a une réglementation qui permet d'innover. Et c'est pas par hasard qu'on trouve aujourd'hui pas mal d'ULM qui se développent sous les standards français et très innovants, que ce soit l'ULM électrique
Où, bon, on peut citer, c'est peut-être plus anecdotique, mais c'est une réalité quand même, de l'ULM avec la turbine qu'on a pu voir à Blois, voilà, du VL3 à turbine, de Turbotech. Effectivement, nous, depuis le début, on s'est intéressé à ce projet. Et quand on discute avec les équipes de Turbotech, ils sont extrêmement enthousiastes d'avoir une réglementation française qui permet de faire ce... Oui, avec cette technologie. Voilà, et surtout qui permet d'innover et de faire ce type de développement. Si la réglementation française n'existait pas, Turbotech n'existerait pas. Parce qu'ils n'ont pu innover et développer cette turbine pour l'ULM par la réglementation française. Cette innovation ne serait pas possible en Allemagne ou en République tchèque ou dans d'autres pays, parce que la réglementation française est beaucoup plus porteur d'innovation et de créativité. Pour l'ULM électrique, c'est la même chose également. La réglementation française permet une grande attitude d'innovation, et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Et la plupart des innovations qu'on trouve aujourd'hui dans l'ULM, un jour ou l'autre, passent dans l'aviation certifiée. On peut donner l'exemple de Pipistrel. L'Alpha Electro, qui était un ULM électrique, en fait, est devenu maintenant le Vélis Electro, qui est devenu un avion certifié. Mais le Vélis Electro est né par l'ULM, tout simplement. Il faut rappeler les fondamentaux. À propos de certification, Pilote 84-500 nous dit « C'est bizarre d'entendre parler d'ULM certifié ». Merci de nous suivre, Pilote 84-500. On n'a pas parlé d'ULM certifié. Hein. Non, pas en France. C'est le LS, pas en France en tout cas. En France. Par contre, dans beaucoup d'autres... C'est le LSA pour nous. Par contre, dans beaucoup d'autres pays, on va pas donner bien temps, on va en Allemagne, l'ULM est certifié. Alors, pas certifié d'un cadre EASA. Mais alors, ça peut paraître bizarre, c'est vrai, mais dans certains pays, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Donc, il y a un organisme qui s'appelle le DULF, le DLULV, le DULF, en Allemagne, voilà, qui est un organisme certificateur. Et les ULM allemands sont certifiés au sens strict. Et ils sont certifiés sur le même standard, grosso modo, que les standards EASA. Alors, ce n'est pas un standard EASA, mais c'est un ULM certifié. Et les Allemands parlent bien de certification de leurs ULM. Et la plupart des pays qui sont passés à ces 100 kilos sont également d'un système certifié. Alors, on reproche peut-être parfois justement au DULF en Allemagne de pousser un peu le lobby des constructeurs. C'est vrai, bon, c'est pas tabou. Non, c'est pas tabou du tout. D'ailleurs, on en discute très ouvertement avec nos collègues du DULF en Allemagne, puisque c'est le DULF qui réglemente l'ULM en Allemagne, puisque à l'inverse de la réglementation française, en Allemagne, la DGAC allemande a tout simplement délégué au DULF à la fois l'écriture de la réglementation ULM et également la responsabilité de la certification des ULM. Alors qu'en France, effectivement, c'est la DGAC qui garde la main sur la réglementation. Par contre, on discute, nous, avec la DGAC, effectivement, sur le contenu de ces réglementations. Voilà, donc on est plutôt dans un dialogue, alors qu'en Allemagne, la DGAC a dit on confie tout ça à un organisme. En fait, il y a deux organismes, parce qu'il y a le DULF et le DAEC, qui se partagent la réglementation ULM en Allemagne, tout simplement. Voilà. Donc la réglementation ULM en Allemagne n'est pas commun des autorités. Hein. Non, elle est indépendante. Elle est indépendante. Voilà, donc... Ça, c'est aussi une autre particularité d'autres pays. Voilà, et c'est pour ça qu'on parle bien d'ULM certifié en Allemagne, mais dans d'autres pays aussi. Hein, en République tchèque, l'ULM est certifié. Le LAA, qui est le syndicat des constructeurs tchèques, effectivement, certifie les ULM. Voilà. Merci M. Chauve-souris, je viens d'éternuer. Voilà. Ouais. Merci Louis. Effectivement, je viens d'éternuer, ça a dû s'entendre dans le micro. Je précise qu'il y a un chat qui se balade autour de nous, là, autour du plateau. Voilà. C'était une petite parenthèse. Une question très intéressante de Cassa78. Un super guépard est extra, mais c'est le VL3 qui fait rêver le jeune public. Et justement, ça, c'est un des points que j'allais aborder, Louis. Comment s'y retrouver en France avec cette multitude Il y a 6 classes, il y a une multiple façon de pratiquer l'ULM en France et ailleurs, mais l'ULM, ce n'est pas que le pendulaire, le paramoteur, c'est aussi le multi-axe, l'autogire, on en a parlé tout à l'heure, le ballon, il y en a quelques-uns aussi en France, voilà. Donc, comment s'y retrouver parce que le mouvement à l'origine, c'est le tube étoile quand même. Hein, à l'origine, c'est le tube étoile. Ces évolutions, la technologie ne va-t-elle pas tuer cet élan de liberté aussi? Non, et je crois que c'est tout le bonheur et le paradoxe du système ULM français, c'est qu'on peut voler aussi bien aujourd'hui en Quicksilver qu'en VL3 turbine, pratiquement.
quand il sera commercialisé. Et la question est très pertinente. Oui. Super Guépard est extra, mais c'est le VL3 qui fait rêver le jeune public. Alors, bien sûr, le jeune public rêve d'aviation. Et c'est vrai que quand on voit un VL3, c'est une machine qui fait rêver, bien évidemment. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas accessible pour tout le monde d'un point de vue économique. Je peux vous dire, beaucoup de jeunes font aussi du pendulaire. Voilà. Du pendulaire Et très souvent, les jeunes commencent par des ULM simples, plus économiques, qui restent accessibles. Aujourd'hui, on a un marché de l'occasion de l'ULM qui permet de voler pour le prix d'une moto, tout simplement. Donc, ça reste accessible. C'est important de le rappeler aussi. Par contre, effectivement, un VL3, c'est pas tout à fait le prix d'une moto, c'est le prix de 4 ou 5 motos. Alors évidemment, on a vu le VL3 en plus qui a fait des démonstrations incroyables à Blois, avec des passages bas, dans le respect de la sécurité, évidemment. Train rentrant, 250-300 km/h presque. Alors c'est vrai que c'est des machines qui font rêver, mais je dirais... C'est du Top Gun ULM là, hein. Un peu, oui. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Restez connectés. Mais le rêve fait partie de l'aviation aussi. Tout le monde, quand même. Excuse-moi, je te coupe. Oui, mais est-ce que l'ULM, même quand on voit un A380, moi ça me fait rêver. Je sais que je piloterai jamais un A380. Mais est-ce que le train rentrant, le pilote automatique, c'est toujours du ULM aujourd'hui ? Ça peut l'être. Voilà. Après, chacun doit trouver, je dirais, les... Il y en a pour tout le monde, en fait. Exactement. Et c'est tout, je disais, le bonheur de l'ULM qu'on a en France, c'est qu'on a une gamme où on peut aller du plus simple, du plus basique, pour parler en 3 actes en Quicksilver, mais, du paramoteur, jusqu'à la machine la plus sophistiquée qui puisse exister, puisqu'on a également on a un classe 6 des hélicoptères ULM qui sont des machines... Bien sûr, j'ai pas parlé d'hélico, bien sûr. D'une haute technologie et qui sont des machines beaucoup plus sophistiquées et complexes. On salue Jérémy à Tignes, voilà. L'ambassadeur de la classe 6 en France. Voilà. Mais néanmoins, on ne peut pas nier le fait que ce sont des machines plus complexes qui ne sont pas nécessairement accessibles à tout le monde et puis que demandent également une formation. Mais l'ULM doit quand même rester simple. Donc un VL3 avec une turbine, c'est simple. Paradoxalement, oui, parce qu'une turbine, tout le monde met ça avec beaucoup de complexité, mais en fait, une turbine est beaucoup plus simple qu'un Rotax 912. Mais c'est moins abordable quand même. C'est moins abordable, c'est une question. Mais en termes de cinématique du moteur, une turbine, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Une fois qu'on a démarré la turbine, c'est quelque chose qui fonctionne tout seul. Non, mais c'est tout en l'honneur. Enfin, voilà. Et l'ULM à la française. Voilà, et puis la turbine présente aussi d'autres intérêts derrière. On parle aujourd'hui d'aviation plus verte, et la turbine permet très facilement d'évoluer vers des carburants beaucoup plus verts, puisqu'on peut faire tourner une turbine avec de l'huile de friteuse, il faut le savoir. Donc, avec des carburants complètement décarbonés. Propre, enfin voilà, tout à fait. Voilà. Mais c'est un des intérêts à la turbine. Et bon, alors aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est de l'innovation, c'est naissant. Mais derrière la turbine, le projet, on peut très bien également, pourquoi pas, associer à la turbine un générateur électrique qui permet de décoller, par exemple, sur des batteries jusqu'à 400-500 mètres d'altitude, et puis après on met la turbine en route, on fait sa croisière et on revient au niveau du sol en coupant la turbine et on pose l'aéronef uniquement en version électrique. Donc l'ULM, une pratique évolutive, exactement. Tout en restant... Et innovante. Et innovante. Très innovante. Sans sacrifier la liberté. En tout cas en France, c'est ça. C'est vraiment l'état d'esprit. Moi, je mets au défi quelqu'un de me démontrer qu'on a perdu 1 millimètre de liberté dans la pratique de l'ULM. Effectivement, on a élargi le scope de l'ULM, la possibilité, puisque maintenant, on peut passer du très simple au un peu plus complexe. Ça reste quand même des machines qui restent simples. Mais on a simplement élargi la gamme, simplement, voilà. Mais tout en restant avec des fondamentaux qui sont des machines légères qui peuvent se poser sur des petits terrains. Parce que même le fameux VL3, il rentre dans des masses du LM à la française. Et de vitesse de décrochage. Et de vitesse de décrochage sont compatibles, effectivement. 55 km/h, je crois, à peu près, non 65. 65. Ouais. J'en ai oublié 10. Voilà. Pas 67 précisément. 67. Voilà. Puisqu'à 500 kg, on a augmenté de quelques kilos pour des questions d'aérodynamique également. Voilà. On a d'autres questions qui arrivent. Merci Louis, c'est vraiment très intéressant. On va reparler de l'électrique justement. Ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est vrai que oui, on est vraiment ravis il y a beaucoup de sujets, je dirais, d'idées reçues, de sujets un peu tabous. Et en fait, on est très clair. Et au niveau de la fédération, quand on a posé le postulat de la nouvelle réglementation, on s'est dit il n'est pas question qu'on perde 1 millimètre de notre liberté, et on n'a pas perdu 1 millimètre de notre liberté. Et c'est pour ça qu'on est très vigilant.
et qu'on veille beaucoup, je dirais, à rester dans ces basiques, de façon à ne pas perdre cette liberté. Enfin, moi, tant que je m'occuperai de cette partie-là, on ne bougera pas là-dessus, ça je peux vous le garantir. Voilà. Et ce qui est plaisant aussi, et ça c'est important de nous souligner à nouveau, c'est que la DGAC française soutient, je dirais, notre réglementation, système déclaratif, qui est la clé du succès de l'ULM qui s'est développé dans toute l'Europe derrière ça. Alors après, il y a eu effectivement des dérives, mais ce qui est assez étonnant d'ailleurs, au niveau de l'EASA, en fait, ils sont en train de faire machine arrière sur beaucoup de sujets, puisque l'aviation certifiée traditionnelle souffre aujourd'hui. Et ils sont en train de mettre en place des dispositifs. On a tous entendu parler de la part 21 Light, en fait, qui est déjà un système déclaratif un peu plus allégé. Il y a aussi j'ai oublié le nom, ça me reviendra. Mais l'EASA propose de plus en plus pour les constructeurs des systèmes quasi déclaratif, effectivement, par le constructeur, qui se rapproche vraiment du concept de l'ULM pour les constructeurs d'aéronefs certifiés, mais certifiés sous la responsabilité du constructeur. Donc il va y avoir encore des évolutions à travers l'Europe, visiblement. Tout à fait. La France pour l'aviation certifiée montre l'exemple quelque part. Voilà, et justement, l'exemple de l'aviation système déclaratif français, finalement, est extrêmement regardé par l'EASA, qui propose des équivalents tout en restant dans un cadre EASA, mais propose aux constructeurs qui souffrent d'un système certifié qui est extrêmement coûteux, complexe, propose des évolutions réglementaires qui s'orientent vers un système déclaratif par les constructeurs. Voilà. Le chat, on a d'autres questions. Merci à tous, encore une fois, toutes et tous qui êtes en ligne, qui nous suivez en direct. Alors, j'ai même pas regardé l'heure, c'est 13h15, alors on voit même pas le temps passer. On va continuer encore un petit peu avec lui. On a déjà abordé une grande partie des sujets qu'on voulait. Parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment à raconter autour de l'ULM. Alors, la zone aéro nous dit beaucoup d'ATO ont des avions en CDN issus de l'ULM en effet. Alors, petit décryptage. La zone aéro, ATO, beaucoup d'ATO ont des avions en CDN issus de l'ULM en effet. Alors je pense que là c'est un sujet, enfin on en parlait tout à l'heure de ça. Alors il y a un aspect réglementaire derrière tout ça, c'est que ATO, donc ce sont les centres de formation donc, qui rentrent dans un cadre EASA, donc c'est de l'aviation certifiée. Voilà, pour faire de la formation de pilotes certifiés, on doit effectivement utiliser des aéronefs certifiés. Voilà, donc typiquement, je prends le Dynamique ou un pareil connu, pour faire de la formation en ATO ou le Viper, par exemple une autre machine qui existe en ULM mais qui existe également en LSA. Donc pour pouvoir faire l'enseignement d'un ATO, il faut un aéronef certifié. Donc ce sont effectivement quasiment les mêmes machines, sauf qu'effectivement on a des masses d'emport un peu supérieures. Quelques équipements supplémentaires pour être en conformité avec la réglementation EASA à l'intérieur, notamment, étonnamment, il faut encore des dispositifs de navigation, je ne sais pas s'il faut encore des VOR, des trucs comme ça, mais bon, ça va peut-être tendre à disparaître. Mais le GPS, par exemple, qui est monté d'un appareil certifié, doit être certifié également, par exemple. C'est un détail, voilà. D'accord. Donc, mais effectivement, un centre ATO ou DTO également ne peut utiliser que des appareils certifiés pour sa formation, alors que ce sont quasiment les mêmes. Moi, je trouve ça intéressant quand même, parce que du coup, ça leur permet... Il peut y avoir un peu de transversalité. Oui, et puis ça permet aussi à ces centres de formation de voler avec des coûts beaucoup plus raisonnables, parce que derrière tout ça, il y a une notion économique. C'est que entre voler sur un Dynamique ou voler sur un Cessna, les coûts d'exploitation ne sont pas tout à fait les mêmes, effectivement, et ça permet à ces centres de formation d'avoir des heures de vol qui sont à un prix plus raisonnable, parce qu'effectivement, ces appareils modernes consomment quand même beaucoup moins aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Alors justement, on nous pose la question aussi sur le chat, c'est Casa78, combien coûte un brevet ULM aujourd'hui sur pendulaire gyro ou 3 axes ? Alors, quelqu'un a rebondi juste en dessous, c'est Tarmac 974 qu'on salue, je dirais entre 3 000 et 6 000 euros, tout va dépendre de l'élève. Bon, c'est à peu près 100 euros, une heure de vol d'instruction, je crois. Moi, je me souviens plus, c'était... Oui, c'est un petit peu en dessus, parce que bon, les coûts des carburants... Ça dépend aussi où on est. Le coût des carburants ont un petit peu augmenté, comme on le sait tous. Voilà, on a tous subi ça. Il faut compter quoi, 25, 30 heures au moins alors là, on parle bien du LM plutôt autour de 3 axes. Pour un paramoteur, les coûts sont sensiblement inférieurs. Oui.
Absolument. Voilà, Absolument. On est plutôt dans l'ordre du millier d'euros à peu près. Voilà. Mais effectivement, entre 3 000 et 6 000 euros, c'est une bonne fourchette. Mais effectivement, ça dépend du pilote. Ça dépend du pilote, c'est comme. Ouais, absolument. Puisqu'on n'a pas un nombre d'heures imposé. Effectivement, en ULM, en fait, encore un des intérêts du dispositif français, ça c'est encore une spécificité française. On n'impose pas de faire 40 ou 45 heures ou 50 heures de vol avec un instructeur. En fait, c'est l'instructeur qui va effectivement décider à partir de quel moment vous pourrez voler de façon autonome. C'est un aspect important de la réglementation. Tout à fait, aussi, voilà. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est aussi une spécificité française aussi. Parce qu'il y a beaucoup de pays, même si les gars, ils volent... il apprend très très vite, il est hyper doué, il faudra qu'il continue de voler avec un instructeur jusqu'à ce qu'il arrive à 40 ou 45 heures. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la formation à la carte, parce qu'on le sait très bien, on le voit, y compris dans le domaine de l'automobile. Apprenez à conduire à 18 ans ou apprenez à conduire à 60 ans. On sait très bien que la courbe d'apprentissage n'est pas du tout la même. Il est tout à fait logique que pour l'apprentissage du pilotage, on puisse ajuster effectivement le nombre d'heures pilote. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres aussi, il y en a qui ont plus de feeling au pilotage que d'autres. Et puis d'un aéronef à l'autre, là on parle de 3 axes, mais un autogire ou un hélicoptère, en l'occurrence l'hélicoptère demandera un peu plus d'heures de vol, effectivement. Donc on n'a pas un nombre d'heures de vol imposé, c'est à la carte en fonction, je dirais, du feeling du pilote. Et puis un pilote qui a déjà volé sur d'autres types d'aéronefs aura plus de facilité à apprendre sur une autre classe, par exemple, également. Et alors, pour se former à l'ULM, la réglementation française, au niveau des instructeurs, justement, pour être instructeur, qu'est-ce qu'il faut ? Quel est le prérequis d'un instructeur ULM ? Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre apprendre à piloter un ULM en France et dans un pays voisin ? Alors pour être instructeur, l'Allemagne par exemple, où c'est certifié. Non, il n'y a pas une différence fondamentale. Pour être instructeur aujourd'hui, en fait, c'est une qualification complémentaire. Donc lorsqu'on a passé son brevet du ULM, après il y a toute une phase de mûrissement, puisque pour pouvoir prétendre à suivre une formation de formation d'instructeur, il y a quand même des prérequis qui sont déjà une expérience suffisante sur la classe sur laquelle on veut devenir instructeur. Donc en général, c'est 2 à 3 ans de pratique régulière qui permettent d'envisager de passer le test d'entrée en formation, puisqu'on ne rentre pas en formation comme ça de son initiative, mais il y a également un test initial d'entrée en formation pour évaluer simplement que le pilote il est au niveau suffisant pour pouvoir être capable de suivre une formation d'instructeur. Ça se passe comme ça. Voilà. Et puis même d'un point de vue théorique, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui pour passer son brevet d'ULM, il y a une partie théorique, puisque les examens théoriques sont sensiblement les mêmes que pour n'importe quelle autre catégorie dans l'aviation. Le tronc commun théorique ULM, aujourd'hui... Le passage a été simplifié. Maintenant, c'est exactement. Alors, ça, c'est la FFPLUM maintenant. Exactement. Alors, ça, c'est une particularité. Effectivement, il y a une délégation qui était confiée depuis 2022 à la Fédération française d'ULM, qui est la délégation de la DGAC pour faire passer les examens théoriques dans une 50aine de centres d'examen maintenant, répartis dans toute la France, alors qu'auparavant, ça se passait dans les centres d'examen de la DGAC. Donc maintenant, la DGAC arrête à la fin de cette année de faire passer des examens dans ces centres locaux, dans les DESAC, on appelait ça. Et aujourd'hui, on a une 50aine de centres d'examen qui dépendent de la Fédération française du LM, puisqu'on a une délégation de l'État et de la DGAC pour faire passer ces examens théoriques. Donc ça, c'était la partie théorique. Et puis après, pour devenir pilote du LM, ensuite, on suit une formation avec un instructeur, avec à nouveau une formation théorique spécifique à la classe du LM, et puis la formation pratique en vol avec l'instructeur. Et quand l'instructeur évalue que vous avez le niveau suffisant pour pouvoir vous délivrer votre brevet, c'est soit votre instructeur, soit un autre instructeur, lorsqu'il y a plusieurs instructeurs d'un centre de formation, qui dira c'est bon, tu es mûr, maintenant je vais te lâcher déjà en vol solo. Le lâcher. Le premier vol solo, et puis au bout de quelques heures de vol solo, si tout se passe bien et que l'instructeur qui revole avec l'élève juge que tout est OK, à ce moment-là, il délivrera un document qui permettra au pilote de faire enregistrer officiellement à la DGAC son brevet de pilote du LM. Voilà. Et après, l'emport passager. Tout à fait, et puis, voilà. Ouais. Tout à fait. Après. Alors, justement, Sami Hadjer nous demande... bonjour Sami Hadjer, merci de nous suivre. Alors, pour avoir plus de jeunes et de femmes dans les aéroclubs, des actions nouvelles sont-elles prévues par la Fédé ? Alors...
on sort un petit peu de la réglementation, mais c'est important aussi de s'adresser justement aux jeunes licenciés, aux futurs pilotes, donc qui se posent plein de questions sur l'ULM en général et en France. Tout à fait. Et l'ULM est indiscutablement le point d'entrée le plus facile pour apprendre à voler, en vol motorisé, parce qu'après, on peut parler du parapente, d'autres activités de vol également qui sont passionnantes. Ça peut susciter des vocations aussi pour des carrières dans l'aéronautique. Exactement. Et aujourd'hui, pour répondre précisément à la question, la FFPLUM a une vraie politique à l'égard des jeunes. En l'espace, depuis 2017 jusqu'à 2022, justement, j'ai regardé ce matin une statistique. En fait, on a augmenté de 45% le nombre de jeunes licenciés de moins de 25 ans. Donc, ce qui traduit quand même une vraie action de la part de la fédération vers les jeunes, puisqu'il y a un dispositif à la fois de financement, de bourse, mais également de communication vers les jeunes, de façon à expliquer et à montrer aux jeunes, une présence également sur des salons, et à travers le BIA. Le brevet d'initiation aéronautique aussi est une très bonne porte d'entrée auprès des collégiens, des lycéens, pour les initier à l'aviation. Et puis après, beaucoup de jeunes qui passent leur BIA ont pris la fibre aéronautique et vont se tourner vers des écoles, soit ULM ou autres, ou avions ou planeurs, etc. Parce que toutes les fédérations, en fait, on œuvre dans le même sens par rapport à la jeunesse, bien sûr. Et même chose pour les pratiques féminines. La pratique féminine, effectivement, l'aviation n'est pas réputée pour être une activité où les femmes on n'a pas encore une parité parfaite dans l'aviation, ça on le sait très bien, mais par contre les fédérations œuvrent toutes ensemble sur ces sujets-là pour ouvrir cette pratique. Aujourd'hui, je peux donner un chiffre, les fameux brevets d'initiation aéronautique. En fait, aujourd'hui, on a pratiquement plus de 30% de filles qui passent le brevet d'initiation aéronautique. Ah oui, c'est bien. Proportion bien plus grande que le nombre de pilotes féminines. Voilà, le nombre de pilotes féminines. En ligne, par exemple, je crois que chez Air France, c'est 10% de femmes. Voilà, l'ordre de grandeur, toutes fédérations confondues au niveau des pratiques des sports aéronautiques, c'est de l'ordre de 10%. Mais quand on voit que le brevet d'initiation aéronautique intéresse 30% de filles, c'est très significatif. Ça veut dire que les filles ont tout autant la passion et la fibre pour l'aviation. Alors après, c'est à nous, les fédérations, de savoir mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour leur permettre de réaliser leurs rêves, tout simplement. Soit de devenir pilote, soit de travailler dans l'aéronautique, parce que c'est aussi une porte d'entrée professionnelle, parce qu'il y a plein de métiers dans l'aviation, bien entendu. Et pas que le pilotage. Voilà. Et d'ailleurs, sur Jumpseat, on s'adresse aussi beaucoup à vous, jeunes pilotes, tout ce qui concerne les vocations aéronautique. On aura plein de sujets sur les métiers et l'aéronautique, les vocations dans les prochaines émissions. Il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, je vais aller dans l'ordre. Un pilote 84-500, d'après le dernier ULM Info, est-ce que la FFPLUM souhaite limiter la formation bénévole en club, entre guillemets, Dixit, atomisée? Alors, Louis, est-ce que la FFPLUM souhaite limiter la formation bénévole en club atomisé? Non, moi je dirais au contraire. Alors, on a un projet au niveau de la fédération. Effectivement, c'est créer un centre fédéral, notamment pour la formation des instructeurs, parce que c'est vrai que devenir instructeur club, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, puisqu'il faut avoir suffisamment d'élèves pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. C'est un processus qui est assez complexe et long. Et on a une réflexion effectivement qui était inscrite dans le projet fédéral depuis le début de mettre en place un centre de formation fédérale pour pouvoir faciliter l'accès d'instructeurs clubs, notamment d'un point de vue économique, auprès d'un centre fédéral. Le rôle d'une fédération, c'est aussi de former ses cadres et ses formateurs. Je prends l'exemple avec le foot. Aujourd'hui, le foot ne vit que par les entraîneurs qui sont au sein des clubs. Et c'est bien la Fédération française de foot qui forme ses entraîneurs. Et ben pour l'ULM, c'est un petit peu la même chose également. Il faut que la fédération réfléchisse à des dispositifs pour accompagner les clubs qui veulent former un instructeur, mais c'est complexe d'un point de vue, je dirais, déjà financier, de mettre les outils en place. Donc ça ne remet pas du tout en cause tous les centres de formation d'instructeurs qui existent déjà, mais c'est la réflexion qu'on a effectivement, c'est comment mieux reconcentrer, donc c'est dans ce sens-là où le terme atomisé effectivement, c'est extrêmement dilué, et c'est comment essayer de recentrer un peu, de faciliter l'accès pour les instructeurs clubs à travers un dispositif fédéral. C'est ça la réponse à cette question.
Voilà, merci Louis. Autre question d'Aquilon27. Puisque nous sortons un peu de la réglementation stricto sensu, la FF Plume pourrait-elle mettre en place des modules vidéo ou physiques, alors des modules physiques, pour découvrir les vols dans les autres pays européens, les spécificités italiennes, espagnoles, anglaises? Eh bien, je sais pas, Louis, ce qui se fait à ce niveau-là. Au niveau de l'EMF, je pense que vous avez quelques outils déjà à la disposition des pilotes européens pour comprendre comment ça se... J'imagine que cette question s'adresse, alors physique en salle, en présence des pilotes. Donc, j'ai une question qui s'adresse certainement aux pilotes qui ont envie de voyager à travers l'Europe. Tout à fait. Alors ça, c'est un des objectifs de l'EMS, c'est faciliter effectivement le vol d'un pays à l'autre au sein de l'Europe, même si je soulignais les réglementations ULM sont spécifiques à chaque pays. C'est vrai que c'est intéressant, voilà. Ce qui impose quelquefois des démarches administratives propres à chaque pays. C'est compliqué de se balader en Europe ? Non. C'est pas très compliqué, mais effectivement, il faut bien se renseigner. Alors pour ça, au niveau de l'EMF, je vous invite à aller voir sur le site de l'EMF. On peut montrer un petit document qui s'appelle Microlight Aircraft Flying in Europe, qui peut se télécharger sur le site de l'EMF, dans lequel en fait il y a une petite fiche par pays. Donc chaque pays, en fait, on peut même aller en Bosnie-Herzégovine, on peut aller dans n'importe quel pays, et toutes ces fiches en fait donnent les indications pour se rendre dans tel ou tel pays, quelles sont les adresses auxquelles je dois m'adresser au niveau de l'aviation civile par exemple, les coordonnées également des aéroclubs ou des fédérations d'ULM qui existent dans ces pays, de façon à pouvoir se renseigner précisément sur la réglementation. Mais c'est vrai que ces réglementations, comme toute réglementation, sont évolutives. Il est important de bien se renseigner toujours avant d'aller d'un pays, quelle est la particularité du moment de la réglementation de ce pays. Je vous donne simplement un exemple. Aujourd'hui, vous voulez aller en Espagne. Il faut effectivement demander une autorisation à la DGAC espagnole. Et il faut également... Passer les Pyrénées aussi. Il faut passer les Pyrénées, ça, c'est pas encore le plus compliqué. Et puis également, si vous voulez aller en Espagne, il faut avoir un certificat médical de classe 2, par exemple. Donc c'est une contrainte, effectivement, qui est spécifique à l'aviation espagnole. Qui exige de la part de tout pilote qui rentre sur le territoire espagnol en vol d'avoir un certificat médical de classe 2. Alors c'est des choses qui se discutent au sein de l'EMF. Moi j'en discute avec mes collègues espagnols qui essayent de trouver et de discuter avec leur DGAC local pour essayer d'atténuer ce genre de dispositions qui sont quand même assez contraignantes. Voilà, on parlait tout à l'heure pour aller en Belgique. Aujourd'hui, pour aller en Belgique, il faut demander un laissez-passer. Si on fait les choses dans les règles, on ne peut pas aller en Belgique comme ça en passant la frontière. Il faut demander un laissez-passer préalable pour être en règle avec la réglementation ULM belge, tout simplement. Alors, il y a une petite remarque intéressante concernant l'Espagne. Cette année, au salon ULM de Blois, on a reçu une délégation espagnole, et notamment il y avait le numéro 2 de la DGAC espagnole qui est venu voir le salon de Blois, justement pour s'inspirer un petit peu de la réglementation française, dire bah, tiens, vous faites des choses quand même pas mal en France, vous êtes nombreux, comment ça se passe? Donc il est venu prendre un peu la température et discuter avec ses homologues de la DGAC française pour comprendre un petit peu notre dispositif réglementaire, donc déclaratif. Il a été extrêmement intéressé, et là, tout récemment, ils sont en train de réfléchir en Espagne sur comment on pourrait ajuster la réglementation espagnole, peut-être la rendre un petit peu plus facile, plus accessible, en s'inspirant un petit peu de ce qui a été mis en place en France, tout simplement. Donc le modèle français, il fait référence. Il fait référence. Et il fait référence, et surtout, moi je peux vous en parler en tant que président de l'EMF, il fait rêver. Il est respecté. Il est respecté, et il fait surtout rêver beaucoup de pays. Beaucoup de pays disent mais comment vous faites en France pour garder ce dispositif, parce que c'est extraordinaire, et surtout ne touchez à rien, gardez bien. Et à chaque réunion que l'on a entre nous, tout le monde nous dit vraiment vous êtes les plus heureux en France. Donc gardons notre bonheur, gardons notre liberté. Et le prix de tout ça, c'est d'être extrêmement responsable et dans toutes nos actions de pilote, tout simplement. On a encore quelques questions, Louis, on a bientôt terminé. On parlait tout à l'heure des constructeurs qui, comme tu le disais, ont joué le jeu, enfin certains en tout cas jouent le jeu par rapport à la réglementation française. Et Aerofly 14 nous demande comment traiter le cas des machines orphelines dont les constructeurs ont disparu. Exemple, DTA. Alors, machine orpheline, c'est-à-dire c'est dans le... Ouais, la maintenance, je pense pour la maintenance, les pièces on va pas avoir des pièces. voilà. Alors effectivement, on est plus dans une problématique un petit peu technique et commerciale qui ne relève pas nécessairement de la fédération. Aujourd'hui, le propriétaire de l'ULM
a la chance de pouvoir faire son entretien par lui-même. Donc effectivement, c'est quand même un atout parce qu'une machine orpheline, il y en existe dans l'aviation certifiée où là c'est un vrai problème il y a des machines qui sont au sol, on ne peut plus les faire voler du tout. Alors faute de pièces. Faute de pièces certifiées puisque le constructeur a disparu. Donc si quelqu'un n'a pas repris la fabrication des pièces, l'appareil ne vole plus. En ULM, on a la chance effectivement de pouvoir continuer de voler. Par contre, en respectant effectivement les préconisations du constructeur, puisque un ULM, il y a quand même un manuel de vol et un manuel d'entretien du ULM, donc qu'on doit suivre effectivement ces directives-là. Alors après, se pose la problématique de trouver les pièces détachées d'un ULM qui n'est plus fabriqué. Voilà, donc ça, effectivement, on peut quand même se tourner vers des spécialistes. Il y a quand même des gens qui sont compétents en aviation, qui sont capables de refaire des pièces à l'équivalent de la pièce d'origine. C'est-à-dire prendre les mêmes matériaux, les mêmes caractéristiques techniques. Toujours sous l'auto-responsabilité. Responsabilité, voilà. Donc il ne s'agit pas de bricoler, de remplacer pour changer une ampoule, de remplacer un tube en acier par un tube en aluminium. Ça, bien évident, on a dans le bon sens. Mais ou en titane. Voilà, on salue Thierry Dubois qui n'est pas là aujourd'hui, mais on reparlera du titane bientôt. Ou en se reportant vers des spécialistes de la maintenance du ULM qui pourront parfaitement réparer et entretenir un ULM, même si l'appareil n'est plus suivi par le constructeur. Voilà. Mais il y a des ateliers de maintenance qui sont parfaitement capables aujourd'hui d'entretenir et de réparer, y compris des ULM DTA qui ne sont plus fabriqués aujourd'hui. Ça, c'est possible. Merci Louis. Encore une question et puis on se rapproche de la fin. On voit pas le temps passer quand on parle du LM, d'aviation en général, mais vraiment. On refera une autre émission. Ah ben, je pense qu'il y a plein de sujets à aborder dans le monde de l'ULM. Sami Hadjer, le statut d'assistant fédéral, donc entre parenthèses, pilote expérimenté, désigné par un instructeur pour le soulager, peut-il être une solution pour combler au manque d'instructeurs en attendant le centre de formation fédéral? Est-ce qu'on manque d'instructeurs aujourd'hui en France, Louis? On manque toujours d'instructeurs, effectivement. Il y a beaucoup de clubs. Parce que en avion aussi, je crois, certainement. Oui, en avion aussi, mais auprès du LM aussi, parce que évidemment, un club, s'il y a un instructeur, c'est bien. À la fois, ça permet de former des nouveaux pilotes. Donc, le renouvellement des pilotes, effectivement, se fait n'étant pas les instructeurs. Moi, j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, un pilote n'est que le résultat de ce qu'en a fait son instructeur. Donc, ça, c'est sur l'aspect qualitatif. Mais la question est très pertinente puisqu'au niveau de la Fédé, si vous suivez un petit peu les news de près, on a mis en place un programme qu'on est en train de discuter avec nos ministères de tutelle. Donc la Fédération ULM a 2 ministères de tutelle, donc le ministère des Transports, donc par la DGAC, et le ministère des Sports. Et on est en train de mettre en place un programme de formation alors c'est pas d'initiateur, j'ai oublié le terme exact, mais pour mettre en place effectivement des formateurs qui ne pourront pas délivrer un brevet de pilote du LM, mais qui, au sein des clubs, qui seront des pilotes expérimentés. Ça sera un petit peu le premier pas avant de devenir instructeur. Pour mettre intermédiaire un peu. Une sorte de moniteur fédéral. Voilà, assistant fédéral, c'était de moniteur fédéral, un petit peu comme on a dans d'autres activités. Je m'en fais pareil avec la plongée sous-marine aujourd'hui. La plongée sous-marine, il y a un moniteur fédéral peut encadrer effectivement des plongeurs, mais par contre, il ne peut pas délivrer le brevet final. Le brevet final, tout à fait. Voilà, donc là, il faut effectivement être qualifié pour ça, avoir une délégation également de la DGAC, puisqu'un instructeur ULM est quand même sous tutelle de la DGAC. Par contre, le moniteur fédéral, oui. Et donc là, il est prévu dans le programme fédéral et on est en train de travailler là-dessus pour officialiser, mettre ça de point de vue réglementaire en place, des moniteurs fédéraux qui pourront effectivement encadrer au sein de clubs, d'accompagner des pilotes qui sont quelquefois déjà brevetés pour faire des vols en double, sans pour autant avoir l'aptitude de délivrer un brevet qui, elle, restera toujours sous la tutelle effectivement d'un instructeur diplômé, simplement. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a aussi dans le domaine de la montagne. Moi, c'est un domaine que je connais assez bien. Quelqu'un d'ailleurs c'est pour ça que je parlais d'initiateurs. Parce qu'en fait, au niveau de clubs de pratique de montagne, donc soit effectivement, il y a des guides de haute montagne, des accompagnateurs moyenne montagne, donc là, c'est des actifs professionnels. Et puis, au sein de clubs... Il y a des restrictions pour le vol montagne quand même, Pour le vol montagne, oui, mais juste pour faire le parallèle au niveau des initiateurs, au sein de clubs de montagne, comme le club alpin français, moi je connais assez bien le sujet parce que je suis un pratiquant de la montagne, on a au sein des structures des initiateurs de ski alpinisme, des initiateurs de montagne ou des initiateurs d'escalade qui permettent d'encadrer des groupes, effectivement,
sous un format bénévolat et qui permettent effectivement d'avoir une pratique un peu mieux encadrée au niveau de structures associatives. Et ce format est parfaitement adapté. Donc ça, c'est également un projet fédéral qui est en très bonne voie d'avancement, puisque là, on est en train de poser les projets de réglementation auprès de nos ministères de tutelle pour pouvoir entériner ça. On espère d'ici un an, on devrait mettre ça en place. Mais le projet est vraiment très avancé et je pense que ça répond exactement à la suggestion qui était faite. La fédération met en place également un programme de mise en place on pourrait appeler ça un moniteur fédéral, tout à fait. Bon, Louis, merci beaucoup. C'est passionnant. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres questions que vous souhaiteriez poser, mais on reparlera évidemment du LM dans Jumpseat. En conclusion, Louis, autour des fondamentaux de la réglementation française, donc la liberté, c'est un modèle qui évolue aussi. Pas en permanence, mais voilà, on vient de parler justement des instructeurs avec les moniteurs. Tout à fait, voilà. C'est un modèle qui reste droit dans ses bottes au niveau on est sur une pleine dynamique puisque il y a des fondamentaux. Voilà, donc 2019, une grosse refonte de la réglementation avec les nouvelles évolutions. On a eu la réformation des instructeurs en 2017 également. On vient d'intégrer la formation théorique, donc c'est une évolution. On travaille sur les projets, on a parlé de... Alors c'était pas le terme de moniteur fédéral, j'ai oublié le terme qu'on trouvera. On le retrouvera, on le mettra on le retrouvera en précisément, voilà, mais qui est un initiateur, on pourrait traduire ça comme ça, bénévole au sein des clubs. Donc on a beaucoup de projets et tout ça a été inscrit dans le projet de mandature sur 4 ans d'équipe fédérale actuelle. Donc il suffit de s'y reporter et on suit notre feuille de route très précisément pour arriver au terme de notre mandat et mettre tout ça en place. Donc on est vraiment sur une vraie dynamique autour de l'ULM. Et toujours sans perdre un millimètre de la liberté qu'on a eue depuis le début de la pratique ULM. Et aujourd'hui, je défie quiconque de me dire on a perdu de la liberté de voler en ULM aujourd'hui en France. Voilà. Le message est passé. On termine cette émission. On ne peut pas terminer cette émission sans faire un clin d'œil à notre ami Tom Cruise, qui est un fidèle de l'émission, avec Top Gun, qui a explosé le box-office mondial cette année. Pourquoi on en parle aussi avec l'ULM ? Eh bien, on a trouvé dans le près de Bordeaux, dans le sud-ouest, pardon, commence à avoir un petit peu faim là. Il y a 2 anciens pilotes de chasse. Voilà, sur la base ULM de Saint-Estèphe, 2 anciens pilotes de chasse, Stéphane Lambert et Laurent Ponce, ancien chef d'escadrille pour ce dernier, font du vol découverte de combat aérien, du vol de simulation au combat aérien en ULM et sur FK-12 Comet. Voilà. Alors c'est vrai, c'est pas une blague. Donc le FK-12 Comet, c'est une magnifique machine, c'est un biplan qui peut faire de la voltige, évidemment, et autorisé pour certains types de voltige. Donc voilà, si vous voulez vous mettre un peu dans la peau de notre ami Tom Cruise en ULM, tout en restant, on relativise quand même. Je suis un peu dubitatif sur la pratique, mais bon, si c'est fait par des pilotes professionnels qui ont fait effectivement une formation adaptée, notamment des pilotes de chasse, bon, on peut imaginer qu'ils savent ce qu'ils font, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je dirais, c'est pas une pratique à mettre entre toutes les mains, très clairement. Voilà. Bon, voilà. Bon, il fallait absolument. En fait, il y a une tradition sur Jumpseat. On doit parler de Top Gun, voilà. Parce qu'on fait tout pour avoir Tom Cruise sur le plateau d'ici quelques temps. L'invitation est lancée. Je suis sûr que Tom Cruise a déjà fait de l'ULM. Mais c'est certain. J'en suis intimement convaincu. On aimerait qu'il vienne nous en parler. Et il faut que j'arrête de taper sur la table, ça fait du bruit dans le micro. Pardonnez-moi. Alors, merci vraiment à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et on a plein de messages de remerciements. Regarde, Louis, il y a une personne qui te remercie. Échange très instructif. Merci à tous. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Puis, longue vie à l'ULM à la française. Merci pour cette émission. Merci pour ce direct. On en redemande, nous dit Tarmac 974. Nous reviendrons. Oui, Louis, un petit mot de la fin. Déjà, je voulais remercier Aérobuzz, Jérôme et toute l'équipe d'Aérobuzz. Oui, on remercie Gilles Roy aussi, Gilles Roy, Martin à l'AREA, toute l'équipe d'Aérobuzz qui nous regarde. Et surtout, si vous avez des questions, parce que le temps était limité, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je vous invite vraiment, vous pouvez toujours écrire à la FF Plume, on répondra. On a un dispositif qui permet de répondre à toutes les questions que nous posent à la fois nos licenciés et les non-licenciés.
On a à peu près 30% des gens qui se tournent vers la FFLUM qui ne sont pas licenciés, mais qui posent des questions sur l'ULM, donc ce qui est quand même le vrai rôle d'une fédération, ça porte bien son nom. Et on répond aux questions, donc adressez-vous à la FFLUM, vous allez sur le site de la FFLUM et vous verrez, il y a une adresse mail où vous pouvez poser vos questions N'hésitez pas auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui, ou amenez vos commentaires, c'est avec plaisir qu'on essaiera d'y répondre rapidement. Voilà, donc le message est passé. Une petite rectification, alors la zone aéro nous dit petite rectification, un guide de palanqué de plongée peut encadrer des plongeurs et un moniteur fédéral délivre des niveaux et formes des cadres. C'est pas le terme moniteur, mais effectivement, ouais. Mais c'est pour faire parallèle effectivement avec la plongée où il y a un niveau, effectivement, un premier niveau d'encadrant qui ne livre pas de diplôme, mais qui peut encadrer un groupe quand même. Voilà. La zone aéro qui remercie aussi les personnes à la technique. On l'a fait. Hein. Merci à Martin qui fait une super réa chaque semaine pour Jumpseat. Et voilà, donc merci à toute la communauté ULM qui était là aujourd'hui. Une communauté très grande. Je rappelle que l'ULM, c'est la liberté. Il y a de multiples façons de pratiquer. Moi-même, je suis pilote ULM, je le dis. Voilà. En face de liberté, il faut toujours mettre le mot responsabilité. Responsabilité, voilà. Exactement. Et on peut faire du tube étoile. J'en profite pour saluer Alain Bliez avec son groupe Tube Étoile qui a plus de 4000 adhérents. Enfin, voilà. Et même que de la toile, sans tube. Paramoteur, il n'y a pas de tube. Exactement. J'allais y venir que de la toile avec le paramoteur. Et puis il y a aussi ceux qui souhaitent des ULM plus modernes, et ils peuvent le faire aussi en restant dans les fondamentaux de l'ULM à la française. On peut tout faire en ULM. On peut tout faire en ULM. Voilà. Allez, maintenant on va aller manger un morceau. Hein. T'es d'accord, Louis? T'as un peu faim ou pas? Casser une petite route avec plaisir. À très bientôt sur Jumpseat. C'était Jumpseat Express qui a duré 1h45. Donc vous voyez, on voit pas le temps passer. Hein. Merci. À bientôt et merci d'être resté. Un plaisir. À bientôt. Alors, on se retrouve le 22 mardi prochain pour le Jumpseat standard. Donc du coup qui fera 3 heures. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jumpseat, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.